Bonsoir ou rebonsoir, les armes parlent au 94e jour de guerre en Ukraine. Sur le terrain, on va y venir dans un instant, et au plus haut niveau, à titre de menace, Kadi. Absolument, Darius. En marge des combats dans le Donbass, la Russie s'est livrée à une véritable démonstration de force dans l'Arctique. Ce tir de missiles hypersoniques a été effectué, on le voit sur cette carte, en mer de Barents, donc vers une cible située à 1 millier de kilomètres dans les eaux de la mer Blanche. C'est au nord-ouest de la Russie. C'est un tir d'une portée maximale d'environ 1000 km. Ce missile Zircon, il est censé équiper d'ailleurs prochainement les navires de surface et les sous-marins de la flotte russe. D'ailleurs, il pourrait atteindre les 9600 km par heure. Et ce n'est pas la première fois que la Russie réalise des tirs d'essai de ce missile Zircon. Le premier tir officiel, il a eu lieu en octobre 2020. Un autre, pile un an après, en octobre 2021. Il avait été d'ailleurs effectué depuis un sous-marin nucléaire, là aussi en mer de Barents. À noter d'ailleurs qu'avant cette guerre en Ukraine, la Russie n'avait jamais fait usage de ce type de missile supersonique. Notez d'ailleurs qu'en mars dernier, le Kremlin avait indiqué qu'avoir fait usage des missiles Kinjal avec les missiles de croisière Zircon, ils appartiennent à la même famille, une famille de nouvelles armes développées par la Russie et que le président Poutine qualifie d'invincible. Le ton est donné. Parole au militaire général Patrick Dutart, vous êtes ancien général de l'armée de l'air. Kadi dit invincible, c'est ce que prétend le Kremlin, évidemment la part de propagande, mais est-ce qu'il est vrai que les Occidentaux n'ont pas l'équivalent à ce jour ? En fait, quand on regarde l'histoire, il n'y a jamais d'armes invincibles. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ils sont un peu en pointe dans les missiles hypersoniques, c'est vrai, qui sont souvent tirés. Je pense que l'essai qui a eu lieu est tiré d'un MiG-31, donc plus de 1000 km. En fait, ce qui est très important, au-delà de la vélocité permet d'une chose, c'est que c'est très difficile de l'intercepter avec des missiles antimissiles. Donc ça, c'est le premier point. Et pour l'instant, c'est quasiment impossible. Et le second point, tout dépend de la précision en fait de la tête. Expliquez-nous, et vous aussi, Guillaume Ancel, vos commentaires sur ces images précisément. Donc elles sont fournies par l'armée russe. On est dans la mer de Barents. Qu'est-ce qu'on voit exactement ? C'est quel type de navire et comment s'effectue le tir exactement ? Non, mais là, c'est un croiseur qui fait un tir de la part de ses soutes. Et vous voyez le missile qui est éjecté de son tube, et puis ensuite qui accélère. Il y a le booster, et puis ensuite il va faire une trajectoire, une sorte de parabole, en fait, monter très très haut, accélérer, et il va dépasser Mach 5, plus de 5500 km/h ou 6000 km/h. Et après, tout va se passer dans le système de guidage. Et quelle est la précision de ce guidage, c'est ça qui est absolument important. Et puis intercepter ce type de missile, pour l'instant, c'est quasiment impossible en fait. Pour l'instant. Quand on dit qu'il est hypersonique, très précisément, quelle est la définition par rapport à d'autres types d'armes ? Au-delà de Mach 5 à peu près. Oui, c'est ça. Il vole à plusieurs fois la vitesse du son, mais comme l'a dit le général Dutart, en fait, ce qui est important aussi, c'est que là, c'est une image. C'est-à-dire, pour moi, c'est d'abord une arme de communication, de propagande. Quel est l'intérêt de tirer un missile hypersonique, alors qu'en réalité, la partie se joue dans le Donbass ? Comme s'il voulait, d'un côté, nous dire, vous avez vu, je reste très puissant. Alors qu'on en parlera tout à l'heure, le Donbass est plutôt l'expression d'une accélération et, à mon avis, d'une forme de repli russe. Mais on va avoir le temps de le commenter. Alors, les deux sont visiblement menés de front. L'hyper local, on va vraiment aller près de la rivière Donetsk, tout se livre 100 mètres par 100 mètres. Et là, l'hyper global avec cette forme de menace qui est agitée par les Russes. Ils avaient déjà fait, on se rappelle à la télévision russe, cette scène incroyable où ils disaient en 2 minutes, 3 minutes, on peut bombarder Paris, Berlin de manière tout à fait irrémédiable. Voilà, ce sont ces images-là où on voyait 202 secondes, et calculé en secondes. Vous vous souvenez, c'était important parce qu'en secondes, c'était pour nous dire on peut vous frapper tout de suite. Ouais. Alors qu'en réalité, qu'on nous frappe en 2 minutes ou en 10, ça ne change rien. Donc, je suis désolé, mais si on le regarde avec un tout petit peu de hauteur, pour moi, la question n'est pas là. La question est plutôt sur, encore une fois, la manière dont les Russes mènent avec difficulté la guerre en Ukraine. Votre regard, Pierre Lerin, vous signez une passionnante histoire entre deux destins. Vous connaissez très bien l'Ukraine et la Russie, on le disait, l'Union soviétique dès les années 80. Qu'est-ce qui a changé dans le ton ? Déjà, l'Union soviétique nous menaçait, mais là, de manière aussi ostentatoire, avec ce ton on va en parler dans un instant, la télévision russe, un peu gueulard, un peu tartarin. Je crois qu'il faut relativiser un peu les choses. D'une part, sur le missile, c'est un test du missile Zircon.
les tests sont prévus longtemps à l'avance. Donc vraisemblablement, s'il est tiré aujourd'hui, c'est parce que c'était prévu. Que l'on focalise, que les Russes focalisent là-dessus, évidemment, c'est trop beau, hein, mais il faut tout de même garder la raison. Ce qui a changé, eh bien, d'une part, à l'époque de la guerre froide, il y avait réellement, par moment, en particulier en 83, un risque de guerre nucléaire. En 62, à l'époque de Cuba, de la crise des missiles, mais également en 83, il y a eu réellement un problème. On était à deux doigts, on s'en est pas rendu compte, mais effectivement. Et pardon, c'est pas tout à fait rassurant parce que quand on dit toute cette surenchère nucléaire, le risque de l'accident, il existe parce que, n'est-ce pas, à l'époque, il y avait eu des illusions de rayons ou des vols d'oies même, des vols d'oies qui avaient été pris pour des avions. Beaucoup moins maintenant, parce que les systèmes de radar sont plus perfectionnés, je parle sous le contrôle du général Dutard, mais en tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la phraséologie a changé. Ce n'est pas tant que la Russie menace, c'est que la Russie dit « nous avons les moyens, attention, surtout, restons-en là, restons sur le théâtre ukrainien, n'allons pas au-delà, parce que nous pouvons riposter. » Pierre Lerin, vous le dites bien, discours à l'intention de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Regardez comment, après la grande parade dont on a beaucoup parlé du 9 mai, le chef de l'agence spatiale russe parle à sa propre population. C'est même une émission spécialement destinée aux enfants, en leur disant « Regardez les puissants missiles que nous possédons ». Здесь вы видите проведение испытательных пусков наших ракет. Самые малые из них выезжают на Красную площадь и замыкают парад 9 мая на Красной площади, потому что самые большие просто на Красную площадь не поместятся. Они очень крупные. Сейчас вы видите, собственно говоря, это Тополь Ярс, это ракета для подводной лодки Булава, ну и, собственно говоря, Сармат. Значит, такая ракета может снести половину берега от какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой. Мы планируем, что уже осенью этого года первые ракеты станут на боевое дежурство. Masha Kondakova, vous avez l'oreille en plus de la langue d'origine. Comment c'est ? Ce que m'a frappé, parce qu'il a dit, avec les missiles comme ça, on peut en 12 secondes détruire moitié d'une plage, d'une île, si on n'aime pas la politique agressive. La politique agressive. Donc c'est eux qui considèrent que telle ou telle politique est agressive ou pas envers eux. Pour quelles raisons ils décident ça et quelles sont les limites, qui décide ça aussi, j'aimerais bien savoir, et pour que ce soit bien validé avec pas seulement Poutine, mais aussi au niveau international. Vous êtes avec nous, Pierre de Jong, vous êtes un personnage vraiment dans cette galaxie des connaissances nucléaires parce que vous étiez ancien colonel des troupes de marine, mais surtout chef d'état-major auprès de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Donc vous n'étiez pas très loin du bouton nucléaire, vous voyez comment ça fonctionnait à l'époque en termes vraiment techniques, vous avez été dans le secret, mais aussi en termes psychologiques. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait une telle menace ou c'est tout à fait différent ce qu'on voit maintenant ? Alors vous savez, d'abord, je n'étais pas chef d'état-major, j'étais aide de camp du président. Pardon, oui, bien sûr. C'est pas grave, je partageais avec lui, pas la décision bien évidemment, mais j'étais assez proche de lui et donc j'avais une activité qui était totalement intégrée à ce que vous dites. Ce qu'il faut noter dans ce lancement qui est très intéressant, en fait, il y a un double message. Parce que toujours, dès qu'on parle de missiles balistiques ou des missiles de croisière, il y a toujours un message, et c'est un message politique. On voit bien que le premier message est un message politique, est adressé aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que le programme de ces missiles hypersoniques, donc qui vont à de très grande vitesse, le missile Zircon va à 9000 km/h, donc c'est extrêmement rapide, et c'est une batterie de missiles, c'est une activité, enfin c'est des recherches qu'ont effectué les Russes après le lancement d'un programme similaire lancé par les Américains. Donc c'est la première chose, et donc le premier message est adressé très clairement aux États-Unis et à l'OTAN en disant on a aujourd'hui dans notre panoplie, on a aujourd'hui un outil extrêmement précis et c'est un missile de croisière. Il a une portée de 1000 km, ce qui n'est pas énorme. Et donc le deuxième message, c'est comme ça que je le vois, c'est un message qui est adressé
qui est adressé aux Ukrainiens et globalement à l'aide, je dirais, aux Américains et à l'OTAN, en leur disant vous réclamez de l'artillerie longue portée, 40 km, 50 km. Nous, on a un missile de croisière, donc un missile pas tactique, mais un missile qui peut tirer en bataille, extrêmement précis, qui peut tirer. Ce qui veut dire que s'ils tirent un missile de croisière, et ils l'ont déjà fait, rappelez-vous, ils ont tiré un missile Kinjal il y a quelques semaines déjà, c'était en fait une espèce de coup de semonce, une espèce d'avertissement directement adressé aux Ukrainiens et directement adressé aux Américains. Sachant que ce genre d'armement est un outil de, comment dire, au-delà de l'outil politique, c'est un outil de, comment dire, de semonce, un outil d'avertissement. Et lorsqu'on tire un missile comme celui-là, ça veut dire qu'on est prêt éventuellement à monter en gamme. Pierre de Jong, restez avec nous. Patrick Martin-Genier, quand on voit la carte, évidemment, on pense aussi à la Suède et à la Finlande. Ils sont là tout près. On les imagine déjà qu'ils ont la crainte du grand voisin russe. Ils viennent de demander l'entrée à l'OTAN et ils ont un tir de missile à leur frontière nord. Bien évidemment, on le voit à la lecture de cette carte, il y a une dimension géostratégique évidente. On est à côté de la Finlande qui a demandé son admission à l'OTAN, et donc ce n'est pas uniquement un coup de semonce, c'est bien un avertissement en disant attention, nous avons les moyens de répondre à cette adhésion de la Finlande et de la Suède, même si évidemment il n'y a pas de risque, selon moi, que la Russie puisse toucher la Finlande, mais néanmoins on voit bien que même la Finlande et les États-Unis se sont inquiétés récemment, puisque la première ministre finlandaise et le président, qui sont à l'unisson tous les deux, ont dit récemment que ce n'est pas parce que ce pays adhérerait à l'OTAN qu'il y aurait plus de troupes sur ce territoire, notamment américaines. Et donc voilà, donc c'est quand même, ça fait peur quand même, ces menaces russes. En tout cas, c'est un monde fascinant, cette mer de Barents, qui est une immense mer, pas très hospitalière. Je ne sais pas que la météo de la mer de Barents en ce moment, ça ne doit pas être très sympathique, mais il y a en permanence les armées qui se testent un petit peu, les sous-marins, les vols, etc. Et il y a eu souvent des incidents, ils sont souvent un peu à la limite, Pierre Laurin. En ce qui concerne la mer de Barents, c'est le polygone d'essai de tous les missiles russes. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport de toute façon, avec la Suède et la Finlande, même si effectivement, dans le contexte, on puisse dire, mais tous les missiles, tous les essais de missiles sont tirés de là. Mais excusez-moi, mais pensez-vous qu'ils tirent aujourd'hui les missiles quand ils sont en guerre avec l'Ukraine à côté de Norvège-Finlande, juste par hasard? Là, il y a une question de préparation des essais. On arrive à la date où il faut le faire, on le fait, et puis voilà. Et puis, si vous me permettez de citer le président. Ça tombe bien justement pour eux, parce que comme ça, voilà, ça tombe bien. Ça va tomber bien pour nous, j'espère aussi. C'est comme un film au Festival de Cannes. Je voulais citer le président Biden. Il a dit quelque chose de très vrai là récemment. Il a dit finalement, on voulait finlandiser l'Europe, c'est le contraire qui se passe. On est en train de l'otaniser, c'est-à-dire de renforcer par intégration des pays dans l'OTAN. Et précisément, otaniser, dites-vous, écoutez, la représentante officielle de l'Ukraine, c'est la vice-ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, Emine Japarova. Elle était tout à l'heure l'invitée de LCI. Et elle dit, plus que jamais, c'est un objectif pour nous d'entrer dans l'OTAN, parce qu'il n'y a que dans l'OTAN que nous nous sentirons en sécurité. Écoutez-la. En effet, la question de l'adhésion à l'OTAN est très sensible dans mon pays, dans la mesure où la majorité de la population a dit oui à l'OTAN lors des nombreuses questions civiles que nous avons dans mon pays. L'objectif politique est d'être membre à part entière de l'Union européenne et de l'OTAN, comme cela est inscrit dans nos lois. Et nous croyons que la seule façon de sécuriser le pays est l'adhésion à l'OTAN. Cependant, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas d'approche unanime pour y adhérer. Bien sûr, nous continuerons à renforcer les forces armées ukrainiennes conformément aux normes de l'OTAN. Nous continuerons à recevoir les armes que nous amènerons technologiquement aux normes de l'OTAN. Ça fait quoi ce que vous disiez? Entrer dans l'OTAN, ça reste l'OTAN. Là, elle est devenue vraiment plus que jamais le parapluie. Oui, c'est une révolution politique qui s'est produite en quelques semaines, puisque vous vous rappelez ce terme de finlandisation. Il s'agissait de ne pas fâcher le grand voisin russe. Et d'un seul coup, effectivement, eh bien, on voit que l'OTAN, c'est la bouée de sauvetage. On est là, car seule l'OTAN est aujourd'hui en situation de nous sauver si nous étions agressés. Guillaume Ancel. Le tir de missile, c'est d'abord une image. D'ailleurs, c'est une image qui a été envoyée par les Russes. Donc, on voit bien qu'avec, il y a un message. Pour moi, le message, il n'est pas seulement lié à l'OTAN. Il est lié aussi au fait que
l'image de l'armée russe s'est totalement dégradée dans la guerre en Ukraine. Et que Poutine essaye de le rétablir en disant non mais j'ai quand même une armée très moderne et crédible. Là où son armée en Ukraine a surtout fait preuve de sa faiblesse et de ses lacunes qui sont considérables. Pierre de Jong, vous êtes toujours avec nous, vous le rappeliez, aide de camp, vous avez vu comment ça se passe quand le président de la République, deux présidents de la République peuvent descendre dans l'abri Jupiter, c'est là où se passerait, si le pire devait arriver, la décision ultime. Sans livrer de secret, est-ce que tout ça est vraiment écrit, connu, scénarisé, ou est-ce qu'il y a une part d'inconnu? Est-ce qu'il faut admettre que, comme ça n'est jamais arrivé, grâce à Dieu, on ne sait pas tout à fait comment ça se passerait, qu'il y a une part d'inconnu et donc d'inquiétude quand même? Alors tout d'abord, le Zircon serait un missile, parce qu'il peut être chargé en force, en conventionnel ou en nucléaire. Donc c'est soit l'un soit l'autre. S'il était en nucléaire, très clairement, c'est un missile qui serait un missile qu'on qualifierait de tactique globalement, parce que la portée n'est pas très importante. 1000 km, c'est assez peu. Donc ça, c'est la première chose. Et donc ce qui est intéressant, le grand danger, c'est le missile Sarmat, qui est le grand missile que les Russes ont dévoilé il y a encore quelques semaines, qui va à une vitesse absolument phénoménale, puisque on est sur une base de 20 000 km à l'heure, donc c'est juste complètement incroyable. Le problème de ces missiles, c'est des missiles à haute vélocité qu'on n'arrive pas à arrêter. Aujourd'hui, quelle est la capacité antimissile qu'on a dans le monde? Même les Américains, avec le Patriot, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables, s'ils voulaient, d'arrêter ce genre de missiles. C'est ça la vraie problématique. Alors en France, on en est loin, parce que globalement, aujourd'hui, on est sur un modèle extrêmement monolithique, un modèle de dissuasion extrêmement simple. C'est qu'en fait, l'emploi de l'armement nucléaire n'est utilisé que pour préserver les intérêts stratégiques, les intérêts vitaux, comme on dit. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on n'a jamais eu, moi j'ai personnellement jamais eu l'occasion, à part les exercices que je pratiquais à intervalles réguliers avec le chef de l'État, on n'a jamais eu l'occasion d'être menacé. C'est pour ça qu'on est dans une grande nouveauté, et les menaces récurrentes russes sont extrêmement inquiétantes, parce qu'en fait, globalement, il va finir par appuyer sur le bouton, comme on dit. Donc c'est un petit peu le docteur Folamour, et ça c'est très très compliqué à gérer. C'est qu'on n'arrive pas à le gérer sur la guerre terrestre en Ukraine, et je pense qu'on aura du mal à le gérer sur cette guerre aérienne ou cette guerre de missiles. C'est vraiment le cœur du problème. Pierre de Jong, merci. On entend derrière les bruits de bistrot. Vous êtes extrait quelques instants pour... Voilà, j'espère que le menu est bon. Vous en êtes où? Vous en êtes au dessert? Il ne nous entend plus? Vous nous entendez? Non, j'entends pas. Ah, non, merci. Heureusement que vous n'entendez pas. Bon appétit, buvez avec modération. Merci beaucoup, Pierre de Jong, d'avoir été avec nous en direct. Petit commentaire encore avant de passer à la guerre conventionnelle, vraiment hyper locale, mais elle est aussi très très dure. Simplement sur l'enjeu nucléaire, Vladimir Poutine dit souvent il ne respecte que les puissances nucléaires. Et en fait, il y a une différence là. D'ailleurs, il respecte la France pour ça aussi. Dans l'enjeu nucléaire... il faut aussi le mettre en lien, et on va en parler tout à l'heure, avec le front diplomatique. Je veux dire, le fait qu'il rappelle qu'il est une puissance nucléaire et qu'il peut être menaçant, pour moi, c'est lié à sa volonté, à un moment, de négocier, parce qu'il sait très bien qu'il sera obligé de négocier pour pouvoir terminer cette guerre. Mais encore une fois, je ne le prendrai pas au premier degré, parce que de toute façon, il n'y a pas de guerre nucléaire. Si on utilise des armes nucléaires, c'est la fin du monde. On y revient dans un instant, mais d'abord le terrain, avec une ville en particulier, Liman. C'est là que se concentre vraiment la guerre ce soir. Et oui, Darius, c'est une ville stratégique pour Moscou. La Russie a effectivement donc confirmé la prise de cette ville clé. Alors sur le papier, rien d'impressionnant. C'est une ville de 20 000 habitants à peu près. Et la prise de cette ville, elle est importante en fait parce que dans la progression russe, elle ouvre la voie en fait aux grandes villes du Donbass. Vous voyez Sloviansk d'un côté avec Kramatorsk et puis Severodonetsk et Lysychansk de l'autre. En s'emparant en fait de cette ville de Liman, les Russes ont maintenant bien plus de chances de maîtriser un obstacle de poids, c'est-à-dire la rivière Donets. Ils ont essayé à plusieurs reprises de traverser cette rivière, ça a été à chaque fois des échecs retentissants. Avec la prise de cette ville, les Russes vont pouvoir prendre possession donc d'un pont qui permettrait de relier Liman à Sloviansk, c'est-à-dire acheminer des chars, des armes, des hommes. Autre atout de la prise de cette ville clé, eh bien, elle contribue en fait à un atout clé, c'est-à-dire l'encerclement de Severodonetsk. On sait que c'est une ville très importante ces derniers jours, depuis quelques jours pour la Russie.
Il y a encore un avantage, et non des moindres, Darius, c'est que Liman, c'est un carrefour ferroviaire. Et ça, c'est capital. Les armes arrivant de l'Ouest, eh bien, elles passent par Liman. Autant dire que les armes vont désormais arriver beaucoup moins vite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les livraisons d'armes, eh bien, elles sont cruciales dans cette guerre. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une combattante de Liman. Vous allez le voir, un seul leitmotiv, tenir. L'ordre qui nous est donné, c'est tenir. Et ce ne sont pas que des ordres, c'est probablement aussi et surtout la volonté de nos forces, de nos gars et de nos filles, de ceux qui combattent. Personne ne veut battre en retraite. Mais il faut toujours raison garder. On ne peut pas courir avec une arme automatique contre un char. Ça n'a pas de sens. Voilà ce témoignage, merci Kadi, d'Olena, qui est un personnage de votre film documentaire, Masha. Tout à fait. Olena Lubinecka, je l'ai rencontrée pendant le tournage. C'était Svetodarskaya Dura, c'est à côté de Bakhmut d'ailleurs. On est allé là-bas et après en voiture sur cette route horrible. Et oui, quand elle est entrée, son surnom, à la guerre on utilise des surnoms comme vous savez, est la sourcière. Ah, pourquoi ? Je vous laisse deviner. Elle est si redoutable. Tant mieux pour les combattants. J'espère que c'est vrai. On utilise souvent là, tous les hommes. Sur ces combattants et ces combattantes, il y a aussi beaucoup de femmes volontaires. Il y en avait déjà dans l'armée et aussi beaucoup de femmes volontaires. Aujourd'hui, il y a 23% des femmes en armée ukrainienne officiellement. Ce qui est le plus grand nombre, en tout cas en Europe, il me semble. 23% 23%, oui. C'est énorme. Avant, en 2016, on n'avait même pas les positions pour les femmes combattantes. Par exemple, si vous étiez chef de l'équipe mortier, on pourrait vous appeler comme une cuisinière parce qu'il n'y avait pas ce poste-là. Oui, il y avait pour les médecins, pour les infirmières, pour le sniper, ok, peut-être, mais pas pour les d'autres postes. Mais moi, ça a été augmenté. Général Dutartre, si on reprend la carte, c'était extrêmement intéressant d'entendre Kadi expliquer à quel point c'est un point stratégique que ce lieu, Liman, et ce que là, pour résumer, les Russes sont en train de gagner. On a compris qu'ils avaient perdu à Kiev de manière assez humiliante même, mais là, est-ce qu'ils gagnent ? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que Liman, c'est un point très important parce que c'est le bout de la pince, en fait. On ne voit pas bien sur cette carte, mais Severodonetsk, c'est l'extrême, là on voit mieux. C'est le point le plus avancé à l'est qui a résisté déjà depuis des mois, voire des années, hein, parce que le front n'était pas très loin. Et la Severodonetsk vraiment se fait enfermer si Liman tombe, mais est-ce que ça va refermer ou pas cette pince ? En fait, la question qui se pose dans les jours qui viennent, c'est vraiment celle-là, et de savoir si les forces ukrainiennes vont rester à Severodonetsk ou vont essayer d'en sortir pour éviter de se faire encercler, en fait, comme lorsque c'est passé pour Mariupol. Donc, en plus, c'est à peu près à 60 km de Severodonetsk, et à 50 km de Kramatorsk. Et toute cette île-là est assez importante parce qu'effectivement, c'est le flux principal de ravitaillement pour les forces ukrainiennes. Il y a un autre mouvement par le sud, mais qui est déjà pris parce que à Popana, là, les Russes sont également là. Donc, c'est assez délicat, en fait. Et effectivement, mais cela dit, il ne faut pas présumer de la capacité de résistance de nos amis ukrainiens parce qu'il y a quand même une certaine surface quand même entre les deux et les forces ukrainiennes sont quand même relativement bien positionnées. Bon, général, à mon avis, il ne faut pas qu'elles se fassent encercler. Vous dites la capacité de résistance. On en a maintenant une illustration tout à fait extraordinaire. C'est vraiment un reportage très fort qui a une valeur de document. Il est dans le village de Vilkivka. Je prononce juste ? Oui. Bravo. Bravo à vous. Florian Litzler, notre envoyé spécial, témoigne de cette extraordinaire capacité de résistance, malgré les succès russes, y compris de simples villageois qui participent à cette guerre de résistance. Découvrez cela. Très fort reportage, vos commentaires, résistance, capacité de résistance, là c'est de la guérilla améliorée, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui participent d'une certaine manière, Guillaume Ancel. C'est surtout un peuple en armes. Et je pense que le reportage le montrait bien. Pour moi, c'est pour ça que la Russie ne peut pas gagner en Ukraine. Parce qu'en fait, ils s'opposent complètement à une population qui est mobilisée contre eux. Quand on voit cet agriculteur de 65 ans qui n'a aucune envie de se battre, mais qui est capable de prendre le risque de téléphoner à l'armée ukrainienne et de faire bombarder sa maison plutôt que de laisser les Russes s'installer à côté, je pense que ça donne une bonne image de la détermination et du courage des Ukrainiens. Jusqu'au dernier souffle, ils se battront. Les Russes ne pourront gouverner que des cadavres et des zones dévastées.
Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Quand on dit que, par exemple, 95% de l'oblast de Lugansk est dominé par les Russes, il y a encore 5%, mais admettons même qu'ils conquièrent 100%, il va y avoir une extraordinaire résistance, et ce n'est pas parce qu'ils seront là militairement qu'ils auront gagné la guerre. Il y a une résistance incroyable, il y a une grève du zèle, et ils n'arriveront pas à mettre sur place ce qu'ils appellent l'administration idéologique et administrative, pas cette occupation. Et même si des villes sont en train de tomber, les Ukrainiens ont encore la capacité de reconquérir des villes, et c'est pour cela qu'ils attendent les armements de longue... On était dans la région de Liman, un peu plus loin, Kramatorsk, on retrouve Florian Litzler, et là encore, il témoigne de la pression des Russes tout proches. Oui, notamment autour de Liman, en dessous Liman, plus exactement dans la ville de Sloviansk, où depuis avant-hier, on entend des bombardements beaucoup plus forts, beaucoup plus proches. On voit ces énormes colonnes de fumée. Il y a notamment eu un feu aussi dans une forêt à cause des combats, à cause des bombardements. Et donc ça, ajoutait au côté un peu cataclysmique de cette bataille. Pour donc les Ukrainiens, c'est une défaite, une retraite en tout cas. Ils se sont repliés de l'autre côté de la rivière Donetsk, ce qui leur facilite la tâche maintenant pour la défense, puisqu'ils n'ont plus qu'un seul axe à défendre, c'est-à-dire le pont qui relie Liman au reste du Donbass, à moins que les Russes tentent à nouveau d'établir des ponts flottants sur cette rivière. Mais pour l'instant, toutes leurs tentatives, vous vous en souvenez sûrement, ont été des échecs assez coûteux en termes d'hommes et de matériel. C'est la Explication, gare. oui, Macha. Je connais un tout petit peu parce que quand on est allé filmer là-bas dans l'est de l'Ukraine, c'était en 2017. Donc vous connaissez très bien que le conflit a eu lieu en 2014. Et donc évidemment, on s'est arrêté, c'était la gare où on arrive et après on prend la voiture pour aller vraiment à la ligne de front. Mais je voudrais juste rebondir ce qu'a dit le fils de monsieur qui a fait ce geste très 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 courageux. Je voudrais dire que quand il a dit que pourquoi vous faites ça parce que je suis ukrainienne, je me suis dit peut-être pour expliquer, il y a un proverbe ukrainien qui dit Vola bo smert, la liberté ou la mort. Et peut-être c'est ça ce qu'il a essayé de dire à travers de moi, je suis ukrainienne. Mon général, cette guerre qui est en train de se mener 100 mètres par 100 mètres, quand Florian Litzler dit simplement c'est l'autre côté de la rivière qui est maintenant gagné par les Russes, c'est à la fois très peu, et même dans la négociation à venir, ça va compter énormément. C'est là que ça se joue. Oui, un mélange de 14-18 pendant 8 ans dans le Donbass. Maintenant, une guerre 39-45. On venait voir les missiles, c'est la guerre de demain. Tout ça, ça se mélange en fait. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe actuellement sur le terrain. Et puis j'espère d'un autre côté que diplomatiquement, on va aboutir à quelque chose parce que chaque jour qui passe, c'est des morts en plus. C'est une résistance acharnée. Moi, je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, très justement, c'est que la ligne de front risque d'avancer vers l'ouest. Si Severodonetsk tombe, ce sera Kramatorsk après en première ligne. Et ce qui est très important aussi, c'est Dnipro derrière, qui a déjà subi des bombardements hier ou avant-hier, je crois. Donc il faut surveiller ça dans les jours qui viennent. Poursuivons sur cette ligne de front, toujours avec Florian Litzler. Il est un peu plus loin sur la rivière Donetsk. Et avant de l'entendre, il faut rappeler cette image qui avait frappé. À l'époque, c'était un coup perdu par les Russes, c'était sur la rivière Donetsk. Vous le rappeliez tout à l'heure, Kadi. Oui. Ça, c'était un coup à l'époque tout à fait gagné par les Russes. Ah oui, absolument. Ça a été ce qu'on appelle, certains journaux l'ont repris en parlant de la Bérésina, ce qui a été en fait un des premiers grands coups d'éclat en fait, qui confirmait que la Russie était très très mal organisée. Et finalement, cette rivière, ils vont réussir grâce à la prise de Liman. Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir finalement jouer de cette rivière comme un atout et non plus comme un échec qui a été retentissant ces dernières semaines. Et c'est très intéressant de se rendre dans cette même région maintenant avec Florian Litzler où, hélas pour les Ukrainiens, cette fois c'est les Russes qui ont réussi une poussée. Nous sommes au bord de la rivière Donetsk. Elle est juste ici. On entend de très nombreux bombardements parce que les Russes sont en fait juste derrière, juste de l'autre côté de cette rive. C'est la zone qu'ils ont conquis hier et vous entendez de très très nombreuses explosions. Les Russes en fait essayent de continuer encore plus en avant pour chasser complètement les troupes ukrainiennes de cette zone, mais elles s'accrochent et donc il y a des combats qui font rage depuis ce matin. Guillaume Ancel. Pour moi là c'est un épisode très important parce que en réalité c'est un changement de tactique des Russes qui jusqu'ici se battaient sur une multitude de fronts et qui se faisaient enfoncer par les Ukrainiens, d'autant plus que l'aide occidentale arrive massivement sur eux. Et là, ils changent radicalement d'attitude.
dans l'art de la guerre, on parle de la concentration des forces. En fait, ils n'ont pas assez de moyens pour se battre partout. Et du coup, ils concentrent toute leur puissance de feu sur un seul endroit. Et là, ils commettent des dégâts considérables. On l'entend, ce qu'on entendait derrière sont les déflagrations, des obus ou des bombes qui tombent au fur et à mesure. Ça, il faut imaginer que c'est toute la journée. Personne ne peut tenir dessous. À Mariupol, les gens avaient tenu parce qu'ils étaient sous des bunkers, sous 4 étages. Mais en plein air, c'est impossible de résister à ça. Donc, soit on est détruit, soit on se retire. Et pour les Ukrainiens, c'est un piège. Parce que s'ils s'affrontent directement à cette armée russe qui est concentrée à cet endroit, ils se font laminer. Donc jusqu'ici, ce qui leur a permis de gagner, c'est d'attaquer sur les côtés. Et c'est sans doute ça qui risque d'arriver dans les jours suivants s'ils ne tombent pas dans ce piège. C'est plutôt de contre-attaquer sur les Russes, mais à d'autres endroits où ils sont plus faibles. Patrick Martin-Genier. Oui, une petite précision, effectivement, selon le gouverneur de l'oblast de Lugansk, il y a environ 10 000 soldats russes présents là-bas. Donc c'est quand même ce rouleau compresseur, il concentre beaucoup de force et qui leur permet d'avancer. Mais en même temps, il y a une faiblesse, car vous avez vu que cette semaine, et Vladimir Poutine vient de signer le décret, enfin issu d'une délibération de la Douma, comme quoi ils ont relevé la limite d'âge au-delà de 40 ans pour permettre, soi-disant, à des officiers, à des vétérans expérimentés d'aller sur place. Ce qui veut bien dire que, malgré ces avancées, ils rencontrent quand même pas mal de difficultés. Écoutez maintenant une séquence tout à fait particulière. Il s'agit des mercenaires. On en a parlé peu d'abord parce que les informations étaient invérifiables. Est-ce qu'il y a des mercenaires américains, oui ou non? Petit à petit, les choses se confirment. Vous allez pouvoir commenter la séquence, mais ce sont des mercenaires. Bon, c'est pas tout à fait quel est leur nombre exact, mais qui visiblement sont là et qui se battent aux côtés des Ukrainiens. Brian, you lead. Go, 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 go. Go! Shoot it now! Look, shoot it. Get up the back bar. Up the back bar. Don't go. Mon général, votre commentaire de professionnel sur ces images-là, c'est quel type de combattants? Alors, on a peu d'éléments là, on sait peu de choses d'eux. C'est des sociétés privées, a priori, certaines qui avaient servi déjà pendant la guerre d'Irak. C'est possible. Là, on n'a pas assez d'éléments sur ce que l'on voit là. La seule chose que je voulais décrire, moi, c'est la scène d'attaque qui nous fait vraiment penser à une scène du Vietnam avec des armements, bien sûr, modernes aujourd'hui. Et là, c'est des troupes d'infanterie qui vont essayer de contourner un point stratégique ou d'aller chercher un char ou une pièce d'artillerie russe pas loin. Mais ce qui est incroyable, c'est de suivre ça en direct, alors qu'on dirait que c'est un film, mais en fait, c'est la réalité du terrain que vivent nos amis ukrainiens tous les jours, en fait. Ça, c'est assez incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est la topographie des lieux. Vous voyez, là, ils sont à couvert en bordure de forêt. Cette côté-là, c'est pas du tout la même topographie que ce qu'il y avait du côté de Kiev, au nord et au nord-ouest et au nord-est. Une image n'est jamais innocente. Pourquoi est-ce qu'ils la montrent, là? Pourquoi est-ce qu'ils se montrent? Pourquoi est-ce qu'ils sont volontaires, visiblement? Ils sont bien d'accord pour être filmés. Là, c'est pas des images volées, si j'ose dire. Donc, quel est leur intérêt? C'est assez étonnant. Moi, je voudrais rajouter deux choses. La première, c'est qu'un mercenaire est un soldat sans nation. D'accord, donc on ne peut pas dire un mercenaire américain, parce qu'en fait, il est peut-être d'origine ukrainienne ou d'ailleurs sud-africaine. Et ça, on ne le saura jamais. La deuxième chose, c'est que sur les images, ils utilisent des armements assez frustres. En fait, ils tirent une roquette anti-char non guidée. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas au service d'armes sophistiquées comme on aurait pu le penser de conseillers qu'on aurait envoyés, par exemple, pour accompagner les canons César, qui sont très sophistiqués. Donc là, ce qu'on nous montre, c'est du combattant du niveau terrain à 300 mètres, quoi. On n'est pas sur une image qui nous montrerait des gens derrière des systèmes beaucoup plus sophistiqués et qui conseilleraient les Ukrainiens, notamment au niveau tactique. J'imagine que là, c'est dangereux à plusieurs titres, notamment s'ils se font prendre par les Russes. C'est compliqué. Ensuite... Oui,
parce que juridiquement, ce ne sont pas des prisonniers de guerre, et donc ils peuvent ne pas être traités de cette façon, ils peuvent être fusillés tout simplement comme étant des mercenaires, mais des deux côtés d'ailleurs, parce que il y a aussi des mercenaires, il y a des Tchétchènes qui sont sur place, les mercenaires syriens qui sont arrivés également, des Syriens qui sont arrivés en nombre, oui, du côté russe bien évidemment, et on craint l'utilisation d'armes chimiques à cause de ces gens-là. Pierre Laurin. Alors en ce qui concerne les Syriens, ok, en ce qui concerne les Tchétchènes, ce sont des Russes. Oui. Oui, sauf qu'il y en a des deux côtés d'ailleurs. Excusez-moi. Il y en a des deux côtés, il n'y a pas que du côté russe. Absolument. Du côté, étant donné que la Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie, les combattants tchétchènes sont des soldats russes, alors que ceux qui sont de l'autre côté sont des mercenaires. Sauf que, excusez-moi, je me souviens que j'ai rencontré un monsieur qui vient de Tchétchénie et qui est parti après 12 ans de faire le service en Russie. Et après, il a appris qu'il s'était entouré par les troupes russes quand il avait la guerre. Et il m'a dit, je vous souhaite que les Ukrainiens cassent le colonne vertébrale de Russes. Donc il y a aussi des gens qui sont complètement... Oui, c'est ce que je viens et quand de on dire. dit c'est leur passeport qui signifie ça, mais évidemment parce que par la force, Poutine essaie de entourer la Russie pour se protéger en fait. Il s'en fout du peuple. Il s'en fout de Tchétchènes, il s'en fout de Kazakhs, il s'en fout de l'Ukrainien. Il faut juste protéger son territoire. Petite explication, commentaire sur ces troupes qui sont en grande partie secrètes. C'est le journal Bild am Sonntag qui avait parlé de cela. Il serait 400 mercenaires américains. Ils auraient travaillé précédemment pour Blackwater, cette entreprise de sécurité qui avait été utilisée en Irak à l'époque. Commentaire là-dessus, Pierre Laurin. Qui est devenu ensuite académique et continue à combattre dans différentes... en fait, c'est une société militaire privée, voilà, et ils font cela. Avec quelle utilité pour l'État américain? En quoi ça rapporte L'État américain, ça lui rapporte des ventes d'armes, évidemment. Oui, c'est surtout... ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui les paye. Oui. Parce que soit c'est l'État américain qui les paye, et là, c'est une forme d'implication qu'il est difficile de soutenir dans ce genre de conflit. À ce moment-là, on envoie ses forces spéciales, c'est moins con. Il ne faut pas oublier que chez ces mercenaires, ce sont souvent des gens qui ont été sortis des armées. Et ce ne sont pas forcément les unités d'élite qu'on imagine, c'est plutôt des gens qui ont été abîmés dans les unités d'élite et qui du coup se recyclent parce qu'ils n'acceptent pas de passer à autre chose. Et le seul moyen de savoir leur utilité, ce serait de savoir qui les paye. L'événement ce soir, Kadi, c'est évidemment le front diplomatique également. On a parlé des fronts militaires, front diplomatique, avec l'initiative franco-allemande. Exactement, Darius. Ils se sont entretenus, le couple franco-allemand, avec Vladimir Poutine pendant un peu moins d'une heure et demie. Alors que se sont-ils dit ? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que le binôme franco-allemand a demandé donc aujourd'hui de reprendre les négociations de façon plus sérieuse et plus directe avec le président Volodymyr Zelensky. Paris et Berlin ont également demandé la libération des quelques 2500 prisonniers de l'usine d'Azovstal à Mariupol qui ont été faits prisonniers, c'était la semaine dernière. Ils ont aussi insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des troupes russes. En somme, ils ont encouragé Vladimir Poutine à trouver une solution diplomatique à ce conflit. Alors, qu'a dit Vladimir Poutine ? Eh bien, il leur a répondu évidemment qu'il était disposé à discuter d'une solution pour permettre à l'Ukraine de reprendre les expéditions, les exportations de céréales depuis les fameux ports de la mer Noire, à une condition évidemment, c'est de lever les sanctions contre la Russie. Alors, explication, parce qu'évidemment on a envie de savoir pourquoi maintenant, on a envie de savoir au fond quel est le dosage, est-ce qu'il demande davantage à Vladimir Poutine ou à Volodymyr Zelensky. Là c'est vraiment l'Europe, c'est votre Europe, c'est vous le spécialiste, vous êtes là, vous êtes l'euro-turbo à cette table. Est-ce que d'abord il y a là une reprise d'offensive intéressante selon vous des Européens ? Oui, je pense que d'abord, il ne faut pas oublier que lundi et mardi, il y a un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Donc chacun essaye de montrer que l'Europe est présente, Charles Michel également. Emmanuel Macron et Olaf Scholz, on avait un peu critiqué l'Allemagne. Donc il est quand même important de dire qu'il y a sur ce point un front commun franco-allemand. Et donc voilà, on appelle Vladimir Poutine, mais ce n'est pas le seul. Il a eu au téléphone Vladimir Poutine, il y a eu Mario Draghi, le président du Conseil italien. Il a eu de multiples chefs d'État et de gouvernement. Et c'est toujours la même question qui lui est posée. On lui dit, essayez d'avoir des négociations sérieuses avec Volodymyr Zelensky, au même moment où le président ukrainien dit il est hors de question de négocier, nous devons nous battre. Voilà. Donc c'est important de dire effectivement que l'Europe est présente. Emmanuel Macron, ne l'oublions pas, est encore
encore président en exercice du Conseil de l'Union européenne jusqu'à fin juin. Donc c'est important, d'autant que Vladimir Poutine compte sur la division des Européens, que déplore d'ailleurs le chef de l'État, Volodymyr Zelensky. Il compte sur la division des Européens pour éviter non seulement les sanctions, mais également les conséquences désastreuses de l'embargo sur le blé. On a entendu le dosage qu'a dit, rappeler les termes. Il y a des mots qui sonnent agréablement aux Ukrainiens quand Emmanuel Macron rappelle l'intégrité territoriale, sous-entendu théoriquement on ne cédera rien, mais il y a aussi des choses qui vont dans l'autre sens, parce que visiblement on prend en compte les relatifs succès qu'on a vus de Vladimir Poutine. On est dans un moment où la Russie est plutôt en train de reprendre du terrain. La concentration des forces dont on parlait tout à l'heure, c'est l'illustration d'un mouvement d'accélération de la guerre en Ukraine. Parce que pour pouvoir faire ça, en fait, ils crament les dernières réserves qu'ils ont. Et donc, si les Russes font ça, c'est parce que derrière, ils veulent passer à une autre étape. Et pour moi, c'est en lien direct avec l'offensive diplomatique. C'est-à-dire que d'un côté, on leur ouvre la porte sur des négociations, et Poutine accélère parce qu'il voudra arriver avec un maximum de choses engrangées dans les poches pour dire « Ah, j'ai conquis le Donbass, et donc c'est ma base de négociation ». Je pense qu'il faut le voir comme un mouvement très important, sans doute, l'annonce d'un tournant dans cette guerre en Ukraine. À une toute autre échelle, en 1945, le but de Staline, c'était d'avancer le plus possible vers l'Ouest avant de négocier, parce que plus il était avancé, plus il était installé, évidemment. Oui, et d'ailleurs, le vice-premier ministre du gouvernement pro-russe de Crimée a dit qu'il était hors de question de négocier sur le Donbass parce que d'ores et déjà on considérait que cela était acquis et que c'était annexé. Donc on veut bien négocier, mais en réalité on ne veut pas négocier ni sur la Crimée ni sur le Donbass. Alors on ne voit pas bien sur quel sujet on pourrait se mettre d'accord à la table des négociations. Alors comment est-ce que les Russes prennent au sérieux ou pas au sérieux ou moyennement au sérieux les voix européennes qu'a dit on a quelques éléments de réponse, on n'est pas dans le secret de la tête de Vladimir Poutine, mais en tout cas dans les médias russes. Ah, exactement, oui. Alors on a vu un dialogue cordial entre guillemets avec les trois hommes tout à l'heure, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Vladimir Poutine. Mais alors en coulisses, à la télévision, notamment à la télévision russe, les critiques pleuvent sur ces dirigeants, le chancelier allemand et le président français. Au mieux, ce sont des critiques. Au pire, ce sont des insultes. Regardez cette séquence à la télévision russe. Мы не можем принять правила, которые, так сказать, может нам диктовать Российская Федерация. Ты кто есть, ублюдок? А мы можем ваши правила принять, да? Не угадал, не угадал. Вот если ты не можешь принять эти правила, то мы тебя заставим их принять. Вот об этом речь идет. И надо Шольцу знать точно. Владимир Владимирович, бесспорно, потрясающего терпения. Но просто какой смысл? Опять макронить будут постоянно все. Это же теперь новый термин политический. Постоянно звонить без дела, макронить. Alors, ça donne quoi en ukrainien? Enfin en russe, là? Macronить, oui, genre... ça parle de Macron qui genre, fait quelque chose qui faire une Macron. Fait le Macron, voilà. Macron, bon, ouais. C'est très intéressant de voir la différence de traitement. Parce que c'est pas du tout le même traitement. Ils sont beaucoup plus durs avec les Allemands, en l'occurrence. Oui, non, c'est sûr. Et là, c'est carrément insultant. C'est vrai qu'il y a tout autre ton de données et c'est assez édifiant de voir comment il se lâche à ce point-là sur Olaf Scholz en particulier. Notre collègue Aurélien Hamel, avec beaucoup de grâce, ne dit pas le mot bâtard. Il a un petit, mais bâtard, quoi. Quand même, c'est très différent. Il parle aux Allemands très différemment. Pourquoi? Quelle est cette différence de ton? Comment est-ce que vous l'interprétez, Pierre Laurin? Je crois que Scholz ne représente pas grand-chose aux yeux des Russes, et alors que Macron a une plus grande notoriété. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que là, ce sont des extraits de télé-réalité, d'émissions, de débats. Ce ne sont pas des personnages officiels qui parlent. Et finalement, si l'on regarde bien la télévision française et plus largement les télévisions occidentales, on dit exactement la même chose de Poutine. Non, je suis pas d'accord avec. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je pense déjà c'est très important que télé-réalité dont vous parlez, il se passe tout de suite après le journal très important que regardent des milliers de gens. C'est la propagande qui a été mise en place pendant des 22 ans que Poutine est au pouvoir, et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a des gens civils qui disent mais pourquoi on jette pas quelque chose sur le territoire ukrainien plus grave pour qu'on oublie cette question-là, qu'il y a un peuple qui résiste être les esclaves comme les Russes. Les Russes aujourd'hui
aujourd'hui suit, c'est ça les propagandes, c'est leur le point. problème de la propagande en temps de guerre, c'est que la propagande, elle est toujours des deux côtés, parce que c'est une guerre de propagande. Mais qui enfin bon, nous, on n'insulte c'est permettre de dire Écoutez, je regrette, lorsque le président des États-Unis le traite de tueur et de criminel de guerre. Eh ben, c'est un criminel de guerre, c'est un tueur, monsieur. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui vient d'être publié ici par l'Institut New Line de Washington et également le centre Raoul Wallenberg pour les droits de l'homme au Canada qui dit que carrément, qui alerte la communauté internationale qu'il s'agit là d'un risque de génocide. Donc effectivement, ce sont des criminels de guerre, ceux qui donnent des ordres. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait, c'est un constat. Pour eux, ça devient normal, tout à fait. Quand ils entendent les Russes tous les jours que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, les insultes de grands dirigeants de pays, c'est quelque chose. Écoutez, sur les chaînes nationales, vous pouvez imaginer. On écoute également sur les chaînes nationales ici une seule voix, qui est la voix de l'Ukraine, sans regarder ce que peuvent dire à côté les Russes, parce qu'il n'y a pas que des dérangés du cerveau. Ici, on est libre de choisir. Vous avez des diplomates russes. Bien sûr. Pierre Laurent, précisez votre pensée. Quand vous estimez qu'on a une vision, on a bien des crimes de guerre commis par, on l'a vu à Mariupol notamment, c'est un fait, mais bon, précisez votre vision. Précisez votre vision quand vous dites de guerre, c'est évident. Quand vous dites, on est d'accord sur cela. Maintenant, il faut également regarder ce qui s'est passé pendant les 8 ans précédents. Hein. Alors, parce quoi, que là, qu'est-ce qui vous frappe dans ce que l'Occident, selon vous, ne voit pas? Dans ce que l'Occident, selon vous, ne dit pas ou ne voit pas, qu'est-ce que vous... Ce que je dis, c'est qu'on est dans une guerre, que dans une guerre, il y a de la propagande, et de la propagande des deux côtés. Et que nous sommes plus sympathiques, nous autres, occidentaux, pour la propagande ukrainienne, évidemment, que pour la propagande russe. Maintenant, des crimes de guerre, il y en a des deux côtés. Lorsque les prisonniers russes sont abattus d'une balle dans la tête, c'est également un crime de guerre. Macha. Mais je pense que déjà la propagande est faite par quelqu'un et ça veut dire que des gens ont payé pour parler, pour représenter le regard de quelqu'un, de deux côtés. Je pense qu'ici en France, heureusement que nous sommes libres. Et c'est ça qui crée la différence, qu'on est libre de choisir. Vous avez tout à fait raison, madame. Oui, tout à fait. Là-bas, par exemple, sur la chaîne russe, des gens qui regardent la chaîne russe n'ont pas cette liberté de choisir quoi regarder. Parce que c'est ça la différence de propagande, parce qu'ils entendent tout le temps la même information. Et en plus, imaginez, quelqu'un se met à cette hauteur pour parler des autres d'une manière très, très, très vulgaire, excusez-moi de mon point de vue. Et je trouve que ça, c'est déjà juste impossible. Selon moi. Je crois que dans les débats de cet ordre, les débats télévisés, en France, en tout cas, c'est pas. Ah, si. Vous n'avez pas vu certaines émissions. Nous parlons de deux dimensions qui sont assez différentes. Pierre a raison de rappeler que dans une guerre, il y a toujours propagande contre propagande. Mais historiquement, il ne faut pas oublier qu'il y a un seul pays qui a déclenché cette guerre. Donc on ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité. Par ailleurs, ce qu'on vient de voir là, c'est une émission populiste qui a surtout pour but d'exciter l'opinion publique russe en leur disant regardez, on se bat. Ça rappelle Poutine quand il parlait de la Tchétchénie en disant qu'il allait les buter jusque dans les chiottes. Enfin, franchement, c'est inacceptable d'entendre de tels propos. Et d'ailleurs, maintenant, c'est plus lui qui les porte. Ce sont des portefaix. Mais ça ne change rien pour moi à ce qui est important en réalité, c'est le front diplomatique qui s'ouvre face à une guerre qui s'accélère. C'est pas une guerre d'usure, précisément, c'est une guerre d'accélération. Il faut être deux pour négocier. On va voir ce que la Russie répond précisément à la proposition d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz. Écoutez ce que l'Ukraine répond ce soir. C'était sur LCI, on le rappelle tout à l'heure, la vice-ministre Emine Japarova. Elle-même vient d'ailleurs de Crimée, ce qui est évidemment pas indifférent. Sa réponse, quand on lui demande comment elle va réagir à cette offre de dialogue direct Poutine-Zelensky. Aujourd'hui même, le président Macron et le chancelier Scholz ont demandé à Vladimir Poutine une négociation directe et sérieuse avec le président Zelensky. Est-ce que le président Zelensky est prêt? Est-ce que c'est un bon moment pour vous qu'il parle directement à Vladimir Poutine? C'est vrai, nous croyons, et notre président l'a exprimé à plusieurs reprises, en la nécessité d'avoir des rencontres et des discussions directes qui doivent être sérieuses sur de nombreux sujets, à commencer par l'invasion, l'occupation des territoires et des principales villes d'Ukraine.
Comme notre président l'a rappelé, jusqu'à maintenant, personne d'autre que Vladimir Poutine ne décide de quoi que ce soit. Même le ministre des Affaires étrangères ne sert que de décoration pour la propagande russe, en niant les crimes perpétrés par la Russie. Nous sommes arrivés à un moment où il faut avoir un dialogue franc et direct entre le président Zelensky et le président Poutine afin de discuter d'un cessez-le-feu, d'une suspension de l'agression russe et de la fin de la guerre en Ukraine. Voilà, déclaration officielle. Qu'est-ce qu'il y a aussi derrière? Est-ce qu'on est à un moment où il y a une forme de grande peur ukrainienne? Vous nous en parlerez aussi, de devoir céder. On a entendu Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, disant il faudra qu'il cède des territoires. On entend de plus en plus dans les chancelleries européennes des gens qui vous disent d'une manière ou d'une autre, attention, les Ukrainiens devront céder. Patrick. Oui, c'est ça la grande difficulté. On a l'impression que toutes les chancelleries élaborent des scénarios, effectivement, de négociations avec l'Ukraine, sans même en parler à Volodymyr Zelensky. C'est quand même le président ukrainien qui va décider s'il doit avoir un dialogue direct avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, la vice-ministre le dit très bien, vous l'a dit très bien, elle dit il faut négocier directement. Mais j'ai lu aussi ce que disait le conseiller présidentiel du cabinet du président ukrainien. Il a dit aujourd'hui, il est hors de question de négocier quoi que ce soit, parce qu'autrement, c'est la capitulation. On va tout simplement se faire battre et ils occuperont le Donbass sans que nous ayons reconnu cette concession. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est cela qui est recherché. Et j'entends effectivement que des anciens stratèges, anciens ministres d'il y a 40 ans, comme M. Kissinger, dit effectivement qu'il faut négocier. Mais vous voyez comme il est méchant, Patrick Martin. Il appuie sur l'âge. Il a 98 ans. Hein. Ben voilà, non mais c'est très bien, mais on n'est plus dans la guerre froide. On est aujourd'hui au 21e siècle où il y a quand même un droit à l'autodétermination des peuples et on ne réfléchit plus comme si on était à Yalta et qu'on se répartissait des territoires. C'est faux. Donc c'est une nouvelle façon. Il y a un peuple ukrainien qui est là, qui résiste et qui ne veut rien céder. Je dirais qu'en plus, la condition mise par Vladimir Poutine pour débloquer le port d'Odessa, c'est de lever toutes les sanctions contre la Russie. Donc tout cela, naturellement, est irrecevable de la part de l'Ukraine. Pierre Laurent. Il ne s'agit pas de lever toutes les sanctions contre la Russie, il s'agit de lever les sanctions qui empêchent les bateaux russes d'accoster sur les ports européens. C'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas de toutes les sanctions. Alors c'est très intéressant là, dans qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir, qu'est-ce que les Russes peuvent, à vue d'homme, obtenir assez facilement, relativement facilement? Alors, au début du mois de mars, au moment où on commençait à négocier à Istanbul, il y avait un plan qui se dessinait, qui était, on applique les accords de Minsk, donc le Donbass reste ukrainien avec une large autonomie. L'Ukraine est neutralisée, elle accepte sa neutralité. Donc pas d'entrée dans l'OTAN. Pas d'entrée dans l'OTAN. Mais pardon, on entendait tout à l'heure la ministre qui disait nous on veut continuer à entrer dans l'OTAN. Oui, non, mais ça c'était au début du mois de mars, c'est-à-dire après 15 jours ou 3 semaines de guerre. Et en échange, l'Ukraine reconnaissait, donc le Donbass restait ukrainien, mais reconnaissait que la Crimée était russe. Voilà, c'était sur cela qu'on était presque d'accord. Et tout s'est arrêté parce que les Américains ont dit non. Et ce qui est marrant, excusez-moi, mais la semaine dernière, les Américains ont voté un plan d'aide à l'Ukraine de 40 milliards de dollars. Précédemment, on écoutait les Américains dire « les Ukrainiens vont gagner, les Ukrainiens vont gagner ». Est-ce que vous les écoutez maintenant ? Et non, parce que ce discours, les Ukrainiens vont gagner, était destiné aux parlementaires, aux congressistes et aux sénateurs américains pour les faire voter le plan en question. Pierre Laurent, le plan précisez votre pensée. Vous voulez dire qu'il y a un jusqu'au boutisme américain, un maximalisme américain? Plus maintenant, je pense que plus maintenant. Je pense qu'actuellement, le plan a été voté. Il y a 24 milliards qui vont aller pour l'armement de l'Ukraine, c'est-à-dire qui vont nourrir les fabricants d'armes américains, et il y a 14 millions qui vont aller à l'aide économique de l'Ukraine, et ça, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, ni même s'ils arriveront sur le territoire ukrainien. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, maintenant, les Américains sont beaucoup plus calmes sur le fait que les Ukrainiens vont gagner. Et justement, le problème maintenant pour le président Zelensky, c'est qu'est-ce que je fais si mon principal allié
n'est plus réellement d'accord avec ce qu'il me demandait de faire il y a seulement 15 jours. Soyons encore plus précis encore. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a une forme de lâchage partiel du président Zelensky par un certain nombre d'Occidentaux qui disent, bon, il ne faut pas qu'il demande au-delà d'un certain cap. Vous parliez de Kissinger qui disait en substance, comme la Crimée, il faut que les Ukrainiens acceptent d'y renoncer, ce qu'évidemment vous ne voulez pas, Masha. Moi, personnellement, oui. Je veux que la règle de la guerre s'arrête et que le peuple peut se remettre, dormir normalement, embrasser les proches et retrouver le corps de ses maris et ses... Vous savez, le professeur... À l'université à Kiev, j'ai obtenu un master de réalisation. Et notre professeur de dramaturge, il a perdu son fils, Ilya Tchernilevski. Et il y a 2 semaines, il n'arrive pas à récupérer son corps parce que les Russes ne laissent pas ramasser les corps des soldats ukrainiens qui sont aujourd'hui dans les tranchées et dans les champs de bataille. Excuse-moi, je parle de trucs humains parce que ça me touche. On peut parler de l'argent, on peut parler... Derrière tout ça, oui, il y a quelqu'un qui paye, évidemment. Il y a toujours l'intérêt, non? Quand on investit à quelque chose, si je suis productrice, j'ai investi dans un film, j'ai intérêt que ça marche. Masha, ici... votre regard est très intéressant parce que vous êtes entre les deux cultures. Est-ce que vous comprenez aussi ceux des Occidentaux, des Européens, qui disent, voilà, pour la paix, il faudra, par exemple, renoncer à la Crimée, il faudra, par exemple, admettre que le Donbass reste longtemps un territoire occupé. C'est une hypothèse qui existe aujourd'hui. Sans qu'il y ait d'issue immédiate, il faudra vivre avec ça. Est-ce que vous comprenez ça ou comme beaucoup d'Ukrainiens, vous dites non, c'est pas possible tant qu'on n'a pas tout récupéré jusqu'au dernier centimètre carré, on se bat? C'est une question très complexe. Je ne peux pas dire ni ça ni ça. Je pense que c'est déjà dire quelque chose en restant à l'extérieur de zones de combat, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a parlé avec Olena Lubinetsk, le personnage de mon film, il y a l'aspect psychologique d'abord. Quand on perd nos proches, imaginez, il n'y a plus de maison à revenir, il n'y a plus de proches qui sont partis dans 1 seconde parce qu'il y avait explosion. Il y a la vengeance, le niveau de la haine, de cet esprit de justice qui monte évidemment de la population à l'intérieur. Il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de douleur dans ce pays. Et en plus, encore une fois, c'est injuste que le pays soit agressé comme ça. Je comprends tout à fait que personne ne veut la guerre. Mais personne ne veut la guerre. Je parle pas aujourd'hui de politique, je parle pas aujourd'hui de l'argent et de tout le système de financement des armes, évidemment, parce que la guerre, c'est aussi le business. Masha Kondakova. Un business, oui. Voilà. Et je pense que l'Ukraine, aujourd'hui, c'est quasiment le polygone de testament de beaucoup de Masha, on continue la discussion, mais à quel point tout se joue à la fois dans les grandes instances internationales et sur le terrain, mètre par mètre, centimètre par centimètre ou presque. Regardez cette image, on la rappelle, c'est la bataille des ponts qui s'était jouée le long de la rivière Donetsk. À l'époque, les Russes étaient perdants, ils perdaient du terrain. Et maintenant, notre envoyé spécial, Florian Litzler, constate, et vous allez voir, il entend même le bruit des bombes qui tombent pas loin, il constate que la situation, hélas pour les Ukrainiens, s'est renversée. Nous sommes au bord de la rivière Donetsk. Elle est juste ici. On entend de très nombreux bombardements parce que les Russes sont en fait juste derrière, juste de l'autre côté de cette rive. C'est la zone qu'ils ont conquise hier et vous entendez de très très nombreuses explosions. Les Russes en fait essayent de continuer encore plus en avant pour chasser complètement les troupes ukrainiennes de cette zone, mais elles s'accrochent et donc il y a des combats qui font rage depuis ce matin. Est-ce que la diplomatie va devoir prendre acte de ça? Est-ce qu'on entend déjà un certain nombre de dirigeants qui disent voilà, attention, les Russes gagnent du terrain et ça aura forcément un effet ensuite, Patrick? Oui, je pense que c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Effectivement, chez les diplomates, chez les politiques, on est en train de se dire que la situation est en train d'évoluer et que sans doute les Ukrainiens vont-ils devoir faire des concessions, même si ce n'est pas ce qui se traduit par la réalité d'aide sur le terrain. Car, par exemple, cette semaine, on vient de voir que le Danemark, par exemple, envoie des missiles pour libérer, pour combattre des navires, pour libérer donc des voies navales pour l'exportation de blé. On vient de voir également que l'Espagne, qui fête aujourd'hui ses 40 ans d'adhésion à l'OTAN, a envoyé des armes également. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on continue, mais que sur le plan politique, eh bien, on est en train de s'inquiéter et que finalement, eh bien, il faudrait prendre acte de cette avancée des troupes russes. Pierre Lerin, la logique selon vous de cette guerre d'usure, on est passé à l'offensive sur Kiev au début, on se rappelle, à quelque chose maintenant de beaucoup plus resserré, on l'expliquait avec Guillaume Ancel, et qui est une guerre d'usure, on peut appeler ça comme ça? Non, c'est plutôt, effectivement, c'est une guerre plutôt d'attrition jusqu'à maintenant.
les Russes détruisaient les objectifs, les infrastructures militaires ukrainiennes de manière à se débarrasser du nombre le plus important de forces ukrainiennes. Maintenant, c'est une véritable guerre où l'on avance, où l'on recule parfois, où l'on avance. Je crois que la surprise des Russes a été au départ de voir que leurs troupes n'étaient pas accueillies comme des libérateurs. Avec une maîtrise de territoire qui est considérable. Il faut toujours rappeler ces proportions. On dit que c'est à peu près grand comme 2 fois la Belgique, la proportion de territoire qui est maîtrisée par les Russes. Alors, pour beaucoup d'Européens de l'Ouest qui ne connaissaient pas l'existence, Donbass n'était pas tellement présent à notre esprit au quotidien. Mais quand même, c'est 2 fois la Belgique qui est maîtrisée maintenant par les Russes, et ça comptera, ça pèsera dans la négociation. En fait, pour moi, ce n'est pas une guerre d'usure à laquelle on assiste à ce stade. C'est vraiment une guerre de vitesse. C'est une guerre de vitesse parce qu'on s'approche du moment où on va devoir négocier une solution de paix. Et moi, j'ai eu la chance de faire l'école de guerre, mais surtout l'école de la guerre. Je n'ai plus aucune illusion sur le fait que tout ce qu'on dit avant une négociation est pure communication. Ce sont des vœux pieux. En réalité, on défend tous des intérêts différents et il va falloir trouver un compromis. Du côté ukrainien, évidemment, avec le courage qu'ils ont montré pendant ces guerres, ils veulent tout reconquérir et on ne peut que les comprendre. Du côté européen, on veut que la guerre cesse, pour de multiples raisons, mais il faut absolument que cette guerre cesse. Et du côté américain, on aimerait bien en profiter pour faire basculer Vladimir Poutine. Donc, il faut que les 3 intérêts se réunissent à un moment, et ça va être très compliqué. Mais quelle est la logique finale? Est-ce que oui ou non, Vladimir Poutine s'arrêtera? On comprend bien que c'est ça la question finale, c'est-à-dire si, entre guillemets, il a le Donbass, si entre guillemets il a un statut par exemple de ville internationale pour Odessa, imaginons les termes de négociation, est-ce qu'il peut s'arrêter là, Macha? En plus que la question, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est lui qui décide s'il soit agressé ou pas. Donc si à un moment elle a tout ce qui a été négocié, et dans un mois elle va dire en fait j'ai reçu un clin d'œil qui n'était pas cool, donc en fait je vais encore attaquer, voilà, boum. Patrick Martin-Genier, est-ce qu'il se contentera de cela? Bien sûr que non. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas. Il est dans une optique d'impérialisme, néo-impérialisme russe. Il veut reconquérir ces territoires qui avaient été perdus par l'Union soviétique. Pour lui, ça ne serait qu'un début. Ce ne serait qu'un début. Il a le Donbass, il aurait Odessa, il pourrait vouloir continuer à déstabiliser la Moldavie via la Transnistrie. Bien sûr que un dictateur comme ça ne s'arrêtera pas. Et le général Dutartre et Pierre Laurin font nom de la tête. Alors, vos noms de la tête, qu'est-ce que ça, quand il dit s'arrêtera pas là? Je ne partage pas ce que dit Patrick, autant son analyse sur l'Europe en général et certaines choses aux États-Unis, mais personne ne sait ce qu'il y a à la tête de Poutine. Il a dit des choses, pour l'instant, il s'y tient, entre guillemets. Il veut récupérer le Donbass, il voulait supprimer ses néo-nazis, il voulait récupérer le Sud. Peut-être qu'il va l'avoir, mais je ne suis pas du tout persuadé qu'il va continuer après. Mais personne ne le sait, encore une fois. Mais Pierre Laurin, je crois qu'effectivement, personne ne le sait. Mais d'un autre côté, s'il insiste tellement sur la neutralité de l'Ukraine, ce n'est pas pour aller attaquer des pays, en particulier les pays baltes, qui sont couverts par l'article 5 de l'OTAN. Ce serait absurde. Je ne parlais pas des pays baltes, je parlais de sa volonté qui est exprimée très clairement au début de passer jusqu'à la Crimée, à la Transnistrie, à la Moldavie. Il va continuer, rien ne l'arrêtera, sauf si la sécurité de la Russie est en cause. Et là, il pourrait être arrêté, éventuellement, s'il y avait une sorte de révolution de Personne au Kremlin n'a parlé de la Moldavie, de la Transnistrie. Personne, je suis désolé. Un général a dit que l'objectif, un général qui, d'aller jusqu'à relier. Au cours d'une conférence un peu arrosée, c'est livré. C'est ça les négociations, attendez, aujourd'hui on dit ça. Non, pas du tout, parce qu'il a été immédiatement, c'est Minikaïev, il a été immédiatement désavoué. Si à chaque fois qu'on négocie, si on est sous, qu'on dit des choses et puis qu'on désavoue après, c'est plus sérieux. C'est un sous-titre, c'est le commandant adjoint d'une région militaire. Non, mais c'est pas pour rien, c'est les militaires de Transnistrie. Mais ce que dit Pierre est tout à fait juste, en fait. C'est cet homme-là. Général Dutartre, laissez pas le général Dutartre, général. Non, Patrick, j'entends ce que tu dis, mais dans ce qu'on a entendu jusqu'à présent, il n'y a aucun officiel russe qui a... Parce que les généraux ne sont pas des officiels. Il n'était pas en position, un commandant seconde région, si tu veux, ça n'a aucune importance par rapport à... Bah oui, mais Patrick, il faut que tu l'apprennes. Je fais de la politique, je sais comment résonnent les politiques. Les généraux, ils ont l'aspect militaire, les politiques ont l'aspect politique. Ni le ministre de la Défense, on est au cœur du débat, parce que oui ou non, la fameuse comparaison qui a beaucoup servi ces derniers temps, où on dit c'est comme Hitler en 1938, c'est-à-dire
on croit qu'il s'arrêtera, les Sudètes, puis non, il continuera. Est-ce que oui ou non la comparaison est opérante, ou bien est-ce que c'est complètement délirant? Alors, il y a deux éléments pour moi qui sont importants. D'abord, il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Or, aujourd'hui, Poutine a laminé son armée dans son offensive sur l'Ukraine. On pense qu'il en a perdu un quart. C'est énorme. Ça veut dire qu'avec les blessés et le matériel qui est dézingué derrière, en fait, il a perdu peut-être pratiquement la moitié de sa capacité à attaquer. Donc, vouloir aller plus loin, quand on ne le peut plus, de toute façon, lui aussi, à un moment, il sera obligé de céder. Le deuxième aspect, pour moi, qui est assez crucial, c'est que, en fait, Poutine, s'il s'arrête là, s'il est obligé d'accepter une négociation, il faudra aussi qu'il retourne son opinion publique, à qui il a vendu qu'il allait faire ça, ça, ça et ça. En fait, il sait qu'il risque son pouvoir, et avec son pouvoir, il y a sa vie. Parce que le jour où il est sorti par son régime, de toute façon, il disparaîtra. Mais Guillaume Ancel, je reviens quand même à la question de fond et à très long terme. Est-ce que Vladimir Poutine est un impérial au sens où il rêverait de conquérir l'Europe, ou bien est-ce qu'il veut simplement récupérer certaines marches de l'ancienne Union soviétique? Parce que c'est deux choses extrêmement différentes. Il n'y a pas... en fait, Poutine, depuis 2000, il insiste sur la sécurité de la Russie. Et son leitmotiv, c'est de dire la Russie a des intérêts et... C'est tout de même bizarre que la Russie soit le seul pays du monde incapable de faire entendre ses intérêts à ses interlocuteurs. Et c'est ça depuis 2000 jusqu'en 2014. En 2014, il était en position de force. Et au lieu de dire « d'accord, on récupère le Donbass, etc., il a insisté auprès des autorités du Donbass pour qu'elles ne réclament pas l'indépendance, mais l'autonomie dans le cadre des accords de Minsk, qui prévoyait l'autonomie du Donbass à l'intérieur de l'État ukrainien et les accords de Minsk qui devaient être appliqués à la fin de 2015 ne l'ont jamais été parce que les Ukrainiens ne voulaient pas. Patrick ? Non, les accords de Minsk étaient d'emblée irréalistes, puisque c'était des forces d'occupation. C'était une république auto-proclamée russe. Donc, ce n'est pas lorsque quelqu'un est un territoire qui est occupé qu'on va faire une espèce de référendum sur l'autonomie. Alors peut-être, excusez-moi, peut-être que l'Ukraine n'est peut-être pas à l'abri de toute critique. Il aurait peut-être fallu faire une décentralisation, mais à condition, l'accord de Minsk prévoyait également, que les Russes partaient. Patrick Martin-Genier, écoutez Bernard Kouchner là-dessus. Il était tout à l'heure l'invité d'Amélie Carouer. Sa réponse d'ancien ministre des Affaires étrangères à la question. Poutine ira jusqu'au bout. Parce que d'ailleurs, on n'en empêche pas. Enfin, c'est vrai que nous sommes très massivement du côté ukrainien, mais nous souhaitons la paix. Bon, la paix dépend, je crois vous l'avoir déjà dit une fois, si les Russes s'arrêtent, ce que je souhaite, est-ce que les Ukrainiens continueront pour libérer leur territoire maintenant capturé ? Et si les Ukrainiens s'arrêtent, est-ce que ça arrêtera M. Poutine ? Non. Voilà. Non, mais il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, M. Kouchner. Ça n'arrêtera pas les Russes. Ils iront, ils veulent le Donbass, ils veulent la Crimée. Vous êtes exactement dans la même logique, Patrick, tous les deux. Reprends les termes de Bernard Kouchner. Il parle du Donbass. Il ne parle pas de la Moldavie, il parle que du Donbass et il parle que les Ukrainiens arrêteront ou arrêteront pas à une certaine frontière. Donc moi je partage ça, c'est-à-dire qu'ils veulent aller le plus loin possible dans le Donbass. De faire des projections sur la Moldavie ou autre, je pense que c'est prématuré. Non, mais ils ont dit quand même récemment, il y a 2 jours, qu'à l'automne, ils voulaient gagner la guerre. Alors, je ne sais pas si c'est encore des officiels, il y a des généraux, hein, je ne sais plus si les généraux sont des officiels. En tout cas, ils ont dit qu'à l'automne, ils voulaient repartir à la conquête de Kiev. Alors, Patrick, moi j'ai l'avantage de ne pas être général, donc je suis entre les officiels et les officieux. Quel était votre grade Lieutenant-colonel, et il y a déjà longtemps. Ah ben, ça peut mener à tout. Dire, en vieux Vladimir français, Poutine était lieutenant-colonel comme vous. Lieutenant-colonel comme Poutine, merci. On va vous appeler mon lieutenant-colonel. Ah, ça, c'est un atout. Je pense que ce qu'on peut mettre sur la table aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, Poutine restera une menace tant qu'il sera au pouvoir. Ah oui. Et on l'a vu là, et malheureusement, on l'a vu pendant 20 ans, parce que, contrairement à ce qu'a dit Hubert Védrine, mais qu'a rappelé Bernard Kouchner, ce type n'est pas fréquentable. Je veux dire, il est extrêmement dangereux. Et ça fait 20 ans qu'à cause des gens comme Hubert Védrine, on dit non, mais attendez, vous inquiétez pas, on va trouver des compromis. Le compromis, on le voit aujourd'hui, nous a mené à la guerre en Ukraine. Et quelle que soit la manière dont on arrive enfin à l'arrêter, Poutine restera une menace. Son régime restera une menace pour toutes les nations autour. Mais on est d'accord que de Poutine, son mandat va jusqu'à 2024, si
Il peut prolonger même. Il a changé la Constitution. Il a changé la Constitution. Il a annulé sans fin. Il a censuré la Constitution. Là, il est parti pour 2036, sauf Il est au erreur. pouvoir jusqu'à 85 ans, normalement. Complètement. Pierre Laurent. Il a changé la Constitution. Alors, d'une part, vraisemblablement, Poutine ne se représentera pas en 2024. Parce qu'il sera pas vivant. Parce que c'était déjà en 2018, c'était en l'air. Et ce qu'il a voulu éviter en apportant l'amendement qui met le compteur de ses mandats à zéro, c'était éviter une guerre de succession dans la situation actuelle de la Russie. Bon, ça c'est... Mais bon, ça ce sont des arguties de russologues. En revanche, ce qui n'est pas une argutie, c'est que le Donbass, monsieur, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas peuplé d'Ukrainiens pur jus, il est peuplé d'Ukrainiens qui sont également, pour une bonne part, des Russes ethniques. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que vous connaissez 1932, 1933, Staline fait artificiellement la grande famine, où il a plus que 10 millions de peuples ukrainiens a été mort. Après, il reportait là-bas les Russes, qui évidemment... finissez l'argument qu'on comprenne l'un et l'autre. Et voilà, les familles se criaient, et après quelqu'un va dire, mon grand-père, il a vécu ici, il est russe. Parce qu'il avait lieu de grandes familles en 1932. Le Donbass était sous la dépendance du tsar de Russie, alors que Bogdan Khmelnytsky n'existait pas encore. On peut aller C'était dans le siècle 11e. Les Slobody. C'était des zones de peuplement russe où les gens qui s'installaient avaient des terrains, n'étaient pas soumis. Pierre Laurent, sans remonter trop, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la population à l'origine, c'était des territoires russes. Sur la population actuelle du Donbass, est-ce qu'on a une idée, parce que évidemment les votes sont vite trucables, mais est-ce qu'on a une idée de la proportion de Russes pro-russes, si on voulait, de russophones pro-russes? Est-ce qu'on peut articuler un chiffre qui entende mettre d'accord tout le monde? De Russes ethniques. Dans le Donbass, il y a plus de 25%. Plus les gens qui sont autour. Sauf que je voudrais juste rebondir qu'on ne peut pas dire qu'il y a au 11e, au 15e siècle, ça appartenait en Russie, mais quand le pays souverain a eu la frontière unique qui a été négociée il y a 30 ans. Et ce pays souverain a été établi par Lénine et par Staline. On poursuivra ce débat. Bien après. On poursuivra ce débat historique dans ses détails une autre fois. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Masha Kondakova. Et bravo encore pour cette palme indirecte. Allez, c'est une grande famille du cinéma ce soir. Et merci beaucoup. On va entendre à votre place Daria Petrenko, expatriée ukrainienne en France, une autre voix ukrainienne. Merci beaucoup Masha. Et nous mentionnons d'abord, bonsoir Daria Petrenko, merci beaucoup de nous rejoindre. On parlait du terrain, on parlait des négociations, parlons d'un instrument de pression qui est extrême, c'est le tir d'un missile russe. Absolument, un missile hypersonique Zircon qui a été effectué depuis la mer de Barents vers une cible Darius située à 1 millier de kilomètres dans les eaux de la mer Blanche. C'est au nord-ouest de la Russie, le tir Zircon, censé d'ailleurs équiper prochainement les navires de surface et les sous-marins de la flotte russe. On dit d'ailleurs qu'il pourrait même atteindre les 9600 km par heure. Alors la Russie, c'est un terrain intéressant. Elle s'est toujours vantée en fait que la mer de Barents c'était un peu son précaré, que l'Arctique était son précaré. La Russie a toujours mis en garde d'ailleurs l'Occident contre toute ambition dans cette zone. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à ce qui se passe en mer de Chine méridionale, Darius. C'est une zone de tension géopolitique très très importante en fait. Il suffit de regarder la carte qu'on va voir, cette carte de l'OTAN. Au nord de la Finlande et de la Russie, l'Arctique, c'est une potentielle ligne de front. Chaque bloc se sent donc particulièrement vulnérable, a fortiori justement avec ces nouvelles manœuvres de la Russie et ces missiles hypersoniques. On comprend pourquoi la Finlande et la Suède veuillent se réfugier sous ce parapluie de l'OTAN. Il faut souligner que c'est une région particulièrement riche en hydrocarbures et que les intérêts du Kremlin s'opposent à ceux de plusieurs pays et notamment les États-Unis. Alors cette région, elle est considérée comme la réserve principale d'hydrocarbures de la planète. À long terme, c'est crucial. Le sous-sol de l'Arctique comporte environ 25% des ressources mondiales en énergie fossile. C'est capital. Beaucoup de gaz, du pétrole et aussi des minerais, de l'or,
de l'uranium, du nickel, des métaux rares. Moscou a d'ailleurs initié une centaine de projets de ce type dans la région, Darius. Très impressionnant de voir à quel point cette région pèse en termes géopolitiques. Pierre Lerin, en d'autres temps, on se rappelle en 1942, c'était la bataille de Barents, c'était les anglo-saxons qui livraient des armes aux soviétiques et les Allemands qui avaient attaqué. Alors en ce qui concerne la mer de Barents, elle se trouve dans sa plus grande extension dans la zone économique exclusive de la Russie. Donc ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Ensuite, en ce qui concerne 42, effectivement, c'était pour les Allemands, il était vital dans leur offensive en Union soviétique que les armes occidentales n'arrivent pas, et elles arrivaient effectivement par les ports de Mourmansk et un peu plus à l'est d'Arkhangelsk, et il fallait à tout prix arrêter l'approvisionnement. Et donc, d'où cette fameuse bataille qui a été gagnée par les Occidentaux. C'est dire à quel point cette région, c'est très loin de nous, mais c'est une région stratégique importante. Cette mer de Barents, tout en cela est stratégique dans ce grand bras de fer mondial, Patrick ? Oui, bien sûr. Alors, on est bien d'accord que c'est peut-être le lieu stratégique toujours depuis longtemps pour tester des armements, mais il n'en demeure pas moins qu'on voit bien la position géopolitique. Bien évidemment, c'est à côté de la Finlande, de la Norvège, de la Suède. La Suède et la Finlande qui sont candidats à l'OTAN. Et donc, c'est aussi une façon de leur dire, attention, ce n'est pas parce que vous intégrerez l'OTAN, à condition que M. Erdogan de Turquie accepte et lève son veto, que vous serez à l'abri de toute représaille. Et c'est ce qu'ont dit les Russes, effectivement. Donc, ce n'est pas un hasard si quand même, à ce moment, pile, on fait cet essai dans cette mer de Barents. Alors en fait, les Russes n'ont pas besoin de ce missile-là pour pouvoir tirer sur la Finlande. Et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'un missile hypersonique pour tirer, parce qu'ils ont plus de 6500 missiles porteurs de têtes nucléaires. Donc quelque part, ce qu'ils nous font là, c'est une pure démonstration de propagande pour impressionner l'opinion internationale. Et tout à l'heure, je crois que c'est Pierre qui le disait, sans doute vis-à-vis des Américains aussi, leur dire « Ok, notre armée a été minable, mais on est une puissance qui compte, parce que l'heure de la négociation va arriver. » Et en fait, là, tout le monde doit montrer ses forces. Or, pour moi, c'est plus une démonstration d'une puissance mise en cause, en réalité, par la guerre en Ukraine, par leur échec successif, qu'une crainte qui devrait instiller le fait de voir un missile hypersonique. Bah oui, c'est un missile qui vole encore plus vite que les autres, mais comme aujourd'hui, le rappelait le général tout à l'heure, on ne sait pas intercepter ce type de missile qui vole 5 fois plus vite ou 5 fois moins vite, ça ne change rien à la donne. Il nous fait du Kim Jong-un de Corée du Nord. Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est un peu autre chose. La puissance nucléaire russe est un peu plus redoutable. C'est de la propagande. C'est de la propagande. Voilà. Ce qui est plus dans le domaine de la propagande, c'est tout ce qui a été fait autour du missile Sarmat, qui est un missile balistique intercontinental qui peut transporter lui-même des armes hypersoniques. Et là, effectivement, parce que le Sarmat, c'est du costaud, comme on peut dire. Mais ce qui est un peu curieux, c'est que le Sarmat remplace des missiles qui s'appellent les Voïvodes et qui étaient, depuis les années 80, fabriqués en Ukraine à Dniepropetrovsk. Et jusqu'à très récemment, la Russie dépendait de l'usine de Dniepropetrovsk de Dniepro maintenant, pour la maintenance de ces missiles Voïvodes qui constituent encore aujourd'hui l'essentiel de ces forces nucléaires qui vont être remplacées par le Sarmat. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal justement parce qu'on parle de ces démonstrations de force avec ces missiles hypersoniques et en même temps on a beaucoup parlé quand même justement de la débâcle des troupes russes. Alors qu'est-ce qui finalement pèse le plus au final? Vous parlez de négociations qui vont avoir lieu, mais est-ce que finalement la Russie n'a pas surtout prouvé que sa puissance était un petit peu caduque? J'aurais dit les deux, mon général. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les gains territoriaux et l'accélération sur le Donbass est extrêmement importante parce qu'il faut que les Russes aient au moins quelque chose de gagné. Sinon, ils n'ont rien à négocier. Et d'autre part, il y a l'image déplorable qu'a laissée leur armée, qui a montré, alors qu'on l'a surestimée pendant une décennie, qu'en réalité, elle était dans un état de corruption et de déséquipement absolument incroyable. Et troisièmement, il y a une chose qui est cruciale du côté ukrainien, c'est que les Ukrainiens ont montré qu'il n'y a pas que les armes qui comptent dans un combat. C'est d'abord la détermination. Or, les Ukrainiens ne lâcheront jamais le morceau, quelles que soient les armes qui sont employées en face d'eux. C'est pour ça que ça nous rappelle juste Napoléon qui disait entre l'épée et le pouvoir d'une nation, de toute façon, l'épée ne pourra jamais vaincre.
Regardez à quel point, vous parliez de la dimension de propagande de part et d'autre, mais à quel point il y a une exaltation de ces missiles, de ces grands missiles russes pour compenser peut-être certaines faiblesses autres de l'armée russe. Alors ça a été lors du défilé du 9 mai, et c'est à la télévision, y compris dans la bouche du chef de l'agence spatiale russe, qui s'exprimait. Здесь вы видите проведение испытательных пусков наших ракет. Самые малые из них выезжают на Красную площадь и замыкают парад 9 мая на Красной площади, потому что самые большие просто на Красную площадь не поместятся. Они очень крупные. Сейчас вы видите, собственно говоря, это Тополь Ярс, это ракета для подводной лодки Булава, ну и, собственно говоря, Сармат. Значит, такая ракета может снести половину берега от какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой. Мы планируем, что уже осенью этого года первые ракеты станут на боевое дежурство. Voilà, et très loin des grands missiles, la demande ce soir, la demande réitérée de l'Ukraine, c'est d'avoir davantage d'aide en armes. Vous le rappeliez, Patrick Martin-Genier. Écoutez, et vous réagirez, Daria Petrenko, à ce sujet-là. Écoutez dans la bouche du président Zelensky et de son ministre Kouleba à quel point les lance-roquettes, notamment, sont pour eux une garantie de survie. Скільки вже часу ми боремося, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатись швидше і більш впевнено до вигнання окупантів. Всю зброю, включно з МЛРС, з тими системами, які реально необхідні, щоб зупинити цю агресію. The only position where Russia is better than us, it's the amount of heavy weapons they have. If you really care for Ukraine, if you want Ukraine to deoccupy its territories, send us multiple launch rocket systems as soon as possible. Daria Petrenko, ce sont vos autorités qui appellent à l'aide pour les armes. À quel point ça résonne dans votre expérience personnelle? Je suis désolée. En effet, si je suis là ce soir, c'est pour le redire encore une fois de la part des Ukrainiens qu'on a besoin d'armes et qu'on est insulté par la lenteur avec laquelle l'Europe... Je suis désolée. Mais bien sûr, Daria, on vous écoute avec attention, mais on va peut-être discuter encore, mais vous vous dites, il y a une insulte. Cette lenteur, c'est une insulte. Pourquoi exactement? Parce qu'on nous appelle à négocier avec l'agresseur Poutine, on nous appelle à des concessions territoriales à Poutine, et cette lenteur-là, ça ressemble à une trahison, c'est comme ça qu'on voit ça. Et juste pour expliquer pourquoi je pleure, c'est parce que aujourd'hui ma ville natale a été bombardée et ma grand-mère elle est en train de mourir. C'est pas à cause des missiles, mais je peux pas y aller pour dire au revoir. Poutine, cette guerre m'a privé même de la possibilité de dire au revoir à mes proches. Quelle est votre ville natale? Kryvyi Rih, c'est à l'est. Et en effet, à l'Est ukrainien, la génération de ma grand-mère, ils sont ukrainophones. Ils sont... Je dirais pas... Il y a bien sûr des Russes, il y a cette ethnicité qui n'est pas très nombreuse, mais en France, il y a beaucoup d'ethnicité. Ça ne veut pas dire qu'on va céder des territoires français. Daria Petrenko, vous utilisez un mot très fort, vous dites trahison. Ressentez quelque chose comme une trahison de la part de l'Ouest. En quelle raison exactement? Parce que Macron, par exemple, on est déçu par sa manque de détermination, qu'il est toujours au téléphone avec Poutine. Est-ce qu'on parle à l'agresseur? Est-ce qu'on parle à un criminel au téléphone? Et surtout des Césars, César français, on nous a donné, mais pas suffisamment. Patrick Martin-Genier,
Quand vous entendez ces reproches, trahison, lenteur insultante pour les Ukrainiens, quelle est la réaction de l'Européen que vous êtes ? Alors, écoutez, moi, je comprends la déception de nos amis ukrainiens qui sont dans la douleur, dans la guerre. Je crois toutefois que le terme de trahison est peut-être trop fort. Il y a eu quand même une révolution politique. Alors, l'Europe aurait peut-être pu faire plus, mais en tout cas, elle a fait énormément. Elle a imposé des sanctions. On en est au 6e paquet de sanctions. Ce n'est peut-être pas suffisant. Beaucoup d'autres pays ont livré des armements. Par exemple, le Danemark annonce ce matin qu'il envoie des missiles Harpoon pour permettre de libérer le port de d'Odessa. Peut-être une déception, oui, mais je crois qu'il ne faut pas se décevoir. On continue et de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que si négociation il doit y avoir, ce sera essentiellement entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ce n'est pas nous qui serons en situation d'imposer quoi que ce soit, ni concession territoriale, ni autre chose. Et cependant, je me permets de vous relancer tous, est-ce que Daria Petrenko ne met pas le doigt sur une plaie qui est toujours saignante, qui est effectivement une forme d'incohérence des Occidentaux qui l'ont dit Poutine, c'est Hitler, il faut tout récupérer, souveraineté totale, et qui maintenant, parfois à voix basse, parfois même à voix haute, se contredisent eux-mêmes en disant « Ah oui, mais enfin quand même, il peut rester au pouvoir, le but n'est pas de le faire tomber, et puis de toute façon la Crimée, on n'est pas sûr qu'on pourra la récupérer, et puis le Donbass, peut-être ça restera un territoire occupé, il faudra vivre avec. » Est-ce que qu'on soit d'accord ou non avec vous, est-ce que vous ne mettez pas le doigt sur une incohérence, peut-être une hypocrisie des Occidentaux? Alors pas une hypocrisie, une différence d'intérêt. Malheureusement, et c'est cynique ce que je vais vous dire, mais les pays occidentaux sont face à une puissance nucléaire qui le montre, malgré tout, quand elle fait ses démonstrations, qu'elle n'acceptera aucune co-belligérance de la part des Occidentaux. Donc c'est les Ukrainiens qui sont agressés. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas assez vite permis aux Ukrainiens de se défendre de cette manière. Pourquoi ? Parce qu'on était persuadé qu'ils ne feraient pas le poids face aux Russes. Et on est bluffé par leur courage. Mais par contre, quand j'entends que ce serait grâce à des lance-roquettes multiples qu'on pourrait renverser la guerre, pardon, mais alors ça c'est totalement faux. Enfin, je veux dire, c'est un faux argument. C'est pas quelques lance-roquettes multiples ou des dizaines de canons supplémentaires qui changeront les choses. Les Russes ont concentré toutes leurs forces pour accélérer la guerre, pour gagner une petite partie du Donbass, et ils vont ouvrir une négo. Et du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on est prêt tous, les Russes, les Américains et les Européens, à concéder pour trouver Mais une alors, paix. pardon Guillaume, est-ce que, comme disait Pierre Lebrun, on n'a pas exagéré, on n'a pas un peu gonflé la capacité de l'Ukraine à résister, alors que malgré tout, in fine, elle allait être assez démunie face à une telle puissance, général Dutartre? Non, mais c'est l'ours qui attaque une belette, hein, je veux dire. Donc, Pardon, vous dites c'est l'ours qui attaque une belette? Bah oui, c'est-à-dire que quand on voit le rapport de force, c'est une disproportion énorme. Donc heureusement, nos amis ukrainiens ont une capacité à se défendre absolument incroyable. Il y a des erreurs stratégiques de la part des forces russes, mais comme le disait très bien Guillaume Ancel à l'instant, c'est que maintenant, ils ont complètement changé de stratégie. Ils ont changé de général, d'ailleurs, mais un vrai général qui commande en chef, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais si tu connais l'organisation des armées, c'est-à-dire un peu. Ben oui, mais justement, il y a des généraux en charge de responsabilité. Quand il est vachard, il passe au tutoiement. Hein. Ça, c'est le jeu. Ah. Non, et donc celui qui a pris, donc il y a unicité de commandement, et il a pris en charge complètement le théâtre d'opération, et pour éviter cette dispersion, ça s'est recentré. Manifestement, il y avait des interprétations aussi du président Poutine qui n'étaient pas claires, mais ça, c'est le cas des dictateurs et des autocrates. On ne sait plus trop ce qu'ils veulent exactement et personne n'ose leur dire. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a évidemment concentration des forces et c'est effectivement pas malheureusement quelques lance-missiles multiples lance-roquettes multiples qui vont régler le problème. Mais cela dit, ce n'est pas perdu. Hein. Mais manifestement, là, il y a une accélération des forces russes sur des endroits très précis dans le Donbass. Et il va être difficile de résister. Mais là, il ne faut pas sous-estimer la capacité de résistance des Ukrainiens. Et l'affaire n'est pas encore gagnée pour les Russes. Daria Petrenko. Ou de contre-offensive. Ou de contre-offensive, pas forcément à l'endroit où on les attend. Exactement. Parce que les Russes ont été obligés de dégarnir une partie du front pour pouvoir se concentrer sur cet endroit du Donbass. Et ils sont fragilisés. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans ces périodes de guerre, on a très peu d'informations réelles sur ce qui se passe sur le front. Ce qu'on nous montre d'une main ne permet pas de voir ce qui se passe sous la table. Or, je suis persuadé que dans les jours suivants, il va se passer quelque chose d'important parce que là, on est vraiment dans une phase d'accélération du conflit et sans doute du début de l'ouverture des négociations. Daria, si vous deviez lancer un appel, on comprend que vous étiez... D'ailleurs, on a eu une discussion avant avec Anthony Aridon, notre collègue. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous vouliez dire quelque chose. Quel est le message que vous porteriez ? Il nous faut des armes, et très vite.
on va régler le conflit, on va terminer la guerre, mais il nous faut des armes. Je redis ce que Zelensky a dit. On fait confiance à ses propos. Rendons-nous précisément sur le terrain. Est-ce que les armes, notamment occidentales, peuvent vraiment changer le cours de la guerre? On continue, on a fait ce cheminement tout au long de la ligne de front avec notre envoyé spécial Florian Litzler. Écoutez à la lumière tombante du jour ce dont il témoignait. Et surtout aujourd'hui, on s'est approché au maximum de cette ligne de front dans les tout derniers, voire dans des villages carrément sur cette ligne de front. Et il y a plusieurs profils. D'abord, il y a ceux qui ont évidemment très peur, que vous voyez peu dans ces villages quasiment désertés parce qu'ils vivent dans les caves et ils vous le disent, oui, ils ont peur, ils n'osent pas partir, ils ne savent pas où aller. Ce sont des villages avec pas forcément des gens très aisés à l'intérieur, ils n'ont pas d'autres maisons, ils ne savent pas où aller, ou alors ils ont des amis dans le village d'à côté, mais à quoi bon puisque celui-là est aussi bombardé. Vous avez aussi des gens qui sont plus résignés, en général des personnes plus âgées qui vous disent qu'elles ne veulent pas être un fardeau, qu'elles préfèrent s'en remettre littéralement à Dieu ou au destin. C'est des choses qu'on entend plusieurs fois par jour. Par exemple, une dame tout à l'heure qui cultivait son jardin alors qu'il y avait des bombardements partout autour qui ne s'arrêtaient pas et parfois très proches, nous disait, vous savez, c'est pas grave, si je suis tué, eh bien c'est quelqu'un d'autre qui profitera des légumes que je suis en train de planter. C'est cet état d'esprit qu'on retrouve donc chez pas mal de personnes. Et puis, plus on se rapproche de la ligne de front de 2014, plus on va vers l'intérieur du Donbass, et plus on croise des gens qui ne veulent pas partir, tout simplement parce qu'ils sont plus en faveur des Russes, plus proches de la Russie, que ça soit politiquement, culturellement, sociologiquement. Et ce sont des gens qui, parfois, reçoivent même mal les organisations non gouvernementales humanitaires, qui ne veulent pas, parfois même, de leur aide, qui ne veulent pas de l'aide de l'Occident, qui les insultent même parfois, hein, très concrètement. Et des gens, donc, qui, eux, attendent presque l'arrivée des Russes, malgré les bombardements. Commentaire, Guillaume Ancel. Oui, Daria, tout à l'heure, nous rappelait que les Ukrainiens attendent des armes. Il faut rappeler une réalité qui est cruelle en Europe. C'est que nous n'avons pas d'armes. Quand les Britanniques font les malins, quand ils envoient Boris Johnson gesticuler, il faut juste rappeler qu'il a décimé son armée de terre. Les Allemands livrent des chars Guépard, ils n'ont plus de munitions. Ils ne savent pas où elles sont. Les chars Guépard ont été stockés depuis 10 ans. Ils n'ont pas de munitions. L'armée française livre 10 canons César. C'est 10% de son parc. C'est-à-dire qu'elle n'a que 100 canons César. Ça veut dire juste qu'en Europe, pendant des décennies, nous avons cru que nous étions exemptés, vaccinés du phénomène de guerre. Il opine du chef, le général. Oui, absolument. On tire les dividendes de la guerre froide. Pour nous, c'était quelque part, on passait à autre chose. Depuis la chute du mur de Berlin, la perestroïka, les dialogues avec Poutine, la Coupe du Monde à Moscou, enfin, je veux dire, en Russie. Donc tout ça, on était parti dans une démarche qui était complètement de paix. La dissuasion restant. La question qui se posait tout à l'heure, jusqu'où irait Vladimir Poutine? On a quelques éléments de portrait dans le document, dans les documentaires que nous diffusons soir après soir sur KGB, l'histoire secrète. Et puis ces apparitions de Vladimir Poutine, ce qu'elles disent de sa manière de pratiquer le pouvoir. Ah oui, absolument. Il a toujours d'ailleurs soigné son image, toujours très contrôlé, quitte à verser dans l'excès d'ailleurs. À l'époque, il y a quelques années, on avait vu notamment ces calendriers, Vladimir Poutine tuant un ours, Vladimir Poutine faisant tel et tel sport. Et les plus récentes de ces apparitions, elles datent de mercredi. Regardez notamment cette vidéo du président russe qui rend visite pour la première fois à des soldats blessés en Ukraine. La mise en scène est presque caricaturale d'ailleurs, des soldats en pyjama, vous allez le voir, en pyjama, blessés, mais vous allez le voir au garde à vous. La scène, elle a été diffusée à la télévision d'État. Elle a été rapportée par la presse internationale. C'est une séquence qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment. Certains s'étonnaient de l'absence de blessures apparentes de ces militaires. On a même parlé d'un figurant qui réapparaissait sur d'autres séquences vidéo auprès de Vladimir Poutine. C'est celui qui est là-bas au fond, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Alors il y a eu un doute qui a été levé. Il reste une incertitude, mais effectivement, à trop vouloir contrôler, cela soulève finalement plus d'intrigues que prévu. Alors c'est très rare de voir Vladimir Poutine comme ça dans ce type de séquence. On le voit d'ailleurs le même jour au Conseil d'État. On le retrouve avec cette même posture d'État, un tantinet moins froid d'ailleurs que les premières semaines du conflit.
Ça montre en fait une chose, c'est que Vladimir Poutine a essayé de mettre moins d'opacité sur sa présence, un peu plus de chaleur, si on peut utiliser ce terme avec Vladimir Poutine, pour montrer qu'effectivement, oui, il y a bien une guerre en Ukraine et que, il va falloir maintenant faire avec et remonter le moral des troupes, c'est peut-être un terme un petit peu fort. Pierre Lebrun, votre commentaire, vous connaissez si bien ce monde-là. Je vois qu'on revoit les images où il va saluer les soldats. C'est très frappant parce que les dirigeants occidentaux, eux aussi, ils font à leur manière de la propagande, de la mise en scène, mais au contraire, ils auraient tendance à montrer plutôt de vrais blessés, souffrants, un peu blessés, un peu saignants, pour montrer là. Là, on a presque l'autre logique. Vous parliez tout à l'heure, c'est la bonne expression, je trouvais, de l'obsession du contrôle. C'est-à-dire même là, de vouloir avoir quelque chose de 100% contrôlé et un peu truqué, quoi, mais... Bon, ce serait beaucoup plus facile de mettre ces 2 soldats dans un lit avec des pansements. Ça, c'est encore une variante. Ah. Ou d'aller embrasser des délinquants comme certains présidents français. Ah. Maintenant, ce qu'il fait là, c'est il joue le président avec des gens qui sont au garde à vous. Visiblement, ce ne sont pas eux qui sont les plus blessés. Ça, c'est sûr. On a certainement fait l'impasse sur ceux qui sont réellement blessés, voire mourants, de manière à ne pas donner... Bien que lui-même en parle, population. il en a parlé, il n'a pas caché le fait qu'il y ait des morts. Mais parler, ce n'est pas montrer. Donc il ne s'agit pas de donner à la population russe l'idée que les soldats russes sont affalés dans des lits et à demi mourants. Oui, excuse-moi Darius, entre des soldats à demi mourants et un soldat au garde à vous bien droit, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu quand même, encore une fois, un problème de dosage? Là vous raisonnez en occidentale, en européenne et en française. Peut-être pas forcément en russe. C'est sans doute une tare de raisonner en européen. Non, ce n'est pas du tout. Mais c'est notre vision, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Enfin, avec nos yeux c'est un film, c'est de la propagande parce qu'on sait très bien qu'il y a des dizaines de milliers de morts. Il y a selon les services secrets britanniques, 30 000 morts là-bas en Ukraine. Alors évidemment qu'on ne veut pas montrer à la population russe, j'allais dire soviétique, qu'il y a beaucoup de morts. Donc il faut montrer que ce sont des gens qui sont légèrement blessés, qui sont bien en point. C'est un film qu'on aurait pu présenter à un festival de dire. Il faut garder un chiffre en tête. Quand il y a un mort, il y a entre 3 et 4 blessés supplémentaires. Donc on sait qu'il y a eu au moins 30 000 morts, parce que tout ça est très sous-estimé. On n'est pas si sûr. Là, on exagère un peu. Non, 30 000 morts militaires des 2 camps. C'est la dernière estimation des services d'État américains. Donc je veux bien la suivre. Ils savent que le chiffre est très compliqué, mais on est en dizaines de milliers de morts. Et je ne parle pas des dizaines de milliers de morts civils. Mais quand il y a 30 000 morts militaires, ça veut dire qu'au bas mot, il y a 120 000 blessés. Un blessé de guerre, il faut avoir aucune illusion. C'est quelqu'un qui est estropié à vie, qui est marqué pour toute sa vie et sans doute pour les générations qui suivent, parce qu'il va raconter cette histoire. Donc là, Poutine raconte l'inverse. Là où il devrait montrer ce qu'est l'horreur de cette guerre, en fait, il montre un hôpital parfaitement aseptisé, avec des gens en garde à vous, qui ont l'air en bonne santé, et comme s'il maîtrisait et contrôlait cette guerre jusqu'au bout. C'est l'image, et je rejoins Pierre, du pouvoir qui est dans le contrôle absolu et qui maîtrise les choses. Là, dans la vision ex-soviétique, la vision très KGB, FSB, cette idée qu'on a un plan qu'on suit de A à Z et que tout est très organisé, c'est très présent dans le discours russe. Ils tiennent toujours à rappeler que tout se fait selon le plan. Alors qu'en Occident, on admet qu'il y a beaucoup plus de flottement. Même parfois, les leaders occidentaux sont fiers de dire « voilà, j'ai réagi à un imprévu, regardez, etc. » C'est pas du tout la logique à eux, Patrick. Non, c'est vraiment, on est dans la plus pure tradition soviétique. On a un plan, on a un scénario. Dans cet hôpital, je ne sais pas si vous avez vu, mais au fond, il y avait des gardes du corps déguisés avec une chemise blanche. Donc, on n'est pas tout à fait sûr, c'est des hypothèses, tout ça. Mais enfin, en tout cas, on voit que c'est très contrôlé. Quand le chef du Kremlin se déplace, voilà. Alors vous me direz, le président des États-Unis fait la même chose. Mais ça veut dire que rien n'est laissé au hasard. On est dans la propagande pure soviétique. On ne laisse rien au hasard. Et on a raison de souligner que c'est quelque chose qui est fait à destination du peuple russe. C'est bien pour montrer à la télévision russe, pour leur dire, voilà, on maîtrise la situation, même s'il y a des blessés. Qu'est-ce qui reste de cet ancien monde? On va voir tout à l'heure ce documentaire extraordinaire sur KGB, l'histoire secrète. C'est le volet suivant. Il y a eu un exemple emblématique, c'est les photos truquées de la période stalinienne. Il y en a une, c'est vraiment l'exemple dans tous les... Voilà, c'est Yezhov, c'était le chef de la police politique dans les années 30, grand responsable des purges, et puis il a été purgé aussi à un moment donné, et il disparaît. Ils ont tous fini purgés, les purgeurs étaient purgés, ça c'était un grand classique. Et puis alors oui, faites-nous le commentaire, c'est vous l'excellent historien de soviétique, là c'est Yezhov, qui était tout petit d'ailleurs, ça se voit sur les images. Yezhov, on le surnommait le nabot sanglant. Ouais.
Et c'est vrai qu'il était particulièrement atroce à la tête de la police politique. Et il a été remplacé par un autre qui n'était pas moins sanglant, mais qui était plus grand, qui s'appelait Jagoda. Et puis ensuite, il y a eu Beria, le célèbre Beria. Alors lui, il a purgé l'ensemble avec Staline, et il s'est fait purger après la mort de Staline par Khrouchtchev. C'est-à-dire que à cette époque-là, c'était ce que les Russes appellent, les Soviétiques appelaient, la période carnivore. Et ensuite est arrivée la période végétarienne, qui n'était pas tellement végétarienne que ça, de notre point de vue, avec Khrouchtchev et puis ses successeurs. Ce qui est impressionnant quand même, quand j'entends Pierre, c'est de voir l'influence soviétique dans la Russie d'aujourd'hui, en tout cas dans le pouvoir de Poutine. Et finalement, on a l'impression que, je ne dis pas qu'on est revenu en arrière, l'histoire ne se répète pas, mais qu'on a gardé cette culture totalement soviétique dans une Russie que nous, on a espéré être sortis de cette période-là. Attendez, là... J'ai l'impression que l'histoire se répète. Oui, je vous en prie. Derrière. Comme ils volaient du blé à des Ukrainiens en faisant le Holodomor, ils le font maintenant. L'histoire se répète en ce qui concerne Poutine. Le Holodomor, c'était toute l'Union soviétique et pas seulement l'Ukraine. Il y a eu plus de morts en Ukraine parce qu'il y avait plus de paysans, alors que en particulier en Russie du Sud, au lieu d'avoir 4 millions de morts comme en Ukraine, il n'y en a eu que 2. Mais au Kazakhstan, sur 5 millions d'habitants, il y a eu 1 million. C'est-à-dire 20% de la population. Donc on ne peut pas dire réellement que les Ukrainiens étaient visés. Est-ce qu'on paye la facture de 1945, la facture impayée? Le monde libre a été l'allié de ces gens. Parce que face à Hitler, il fallait s'allier à eux. Il y a eu en 1945 ce moment incroyable où Churchill dit on pourrait maintenant se retourner contre les soviétiques. Peut-être qu'il faudrait. Une hésitation de quelques semaines, c'était impraticable. Personne ne serait entré dans une seconde guerre pour faire la guerre aux soviétiques, mais en réalité, c'était un pouvoir criminel. Patton était prêt à y aller. Qui donc? Patton. Oui, Patton, oui. Ah oui, lui aurait été prêt à poursuivre la guerre. Il était prêt à y aller. Après Berlin, poussé jusqu'à quoi? Moscou? Aussi loin que possible, Vladivostok, tant qu'à faire. Non, il y en a qu'un qui est allé à Moscou. Pardon? Il y en a qu'un qui est allé à Moscou. Oui, il y en a qu'un, mais... Ça s'est mal passé sur la fin. Vous savez que moi j'ai découvert ça, je veux dire, Moscou juste avant la guerre, et j'étais surpris de la fascination que les moscovites avaient pour Napoléon. Étonnant, hein? Et un chef, c'est pour ça que Poutine, dans sa folie, a une crédibilité auprès du peuple russe, parce qu'il respecte énormément le chef, en fait. Et c'est ça qui est dramatique. Et comme le disait Patrick aussi tout à l'heure, c'est que c'est un chef qui pense en ex-URSS. Lui, il est resté 30 ans en arrière. Et c'est ça la difficulté qu'on a avec Poutine aujourd'hui. Nous, on est resté dans un monde. D'un monde d'aujourd'hui, mais pas Poutine. Et c'est ça la difficulté. Je ne suis pas sûr de cela. Je pense qu'il raisonne d'une autre manière. Et ce n'est pas l'Union soviétique, ce n'est pas réellement sa tasse de thé, même s'il a dit que l'effondrement de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe pour la Russie du XXe siècle, mais simplement parce que des millions de personnes ont perdu leur patrie. Ça, c'est un fait. Pierre Laurin. Oui. Juste un mot en ce qui concerne la persistance de certaines habitudes. C'est que nous avons un peuple qui, pendant 70 ans, a été nourri au communisme, a été élevé dans la culture communisme. Et vous imaginez qu'en 91, soudain, paf, tout disparaît et que ces gens-là, soudain, il y a une génération spontanée de démocrates de partout. Ce n'est pas vrai. Les gens qui ont été formés jusqu'aux années 80 et 90 sont des soviétiques. Sur le personnage Poutine, on revoyait ces images d'enfants, de jeunes passionnés par le judo, un petit peu voyous, enfin un peu gamin des rues de Saint-Pétersbourg, mais attirés par cette carrière de lieutenant-colonel comme vous, mais pas de la même maison, du KGB. Il y a eu une vocation à un moment donné. Comment est-ce que vous la regardez? Vous dites c'était plus tout à fait la vocation soviétique, mais en tout cas la vocation policière, police secrète, espion. Police secrète parce qu'il a été traumatisé dans son enfance, enthousiasmé dans son enfance par des récits d'espions soviétiques particulièrement vaillants et intelligents, en particulier une série qui s'appelle 17 moments du printemps, avec un espion russe soviétique infiltré
dans l'état-major de Hitler. C'était formidable. Alors pour lui, ça chantait un peu comme James Bond chez nous. Hein. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'enfants occidentaux qui ont voulu entrer dans les services secrets parce qu'ils s'imaginaient être James Bond. Est-ce que ça reste la clé de ce régime? Dans le documentaire, dans le document que nous passons tout à l'heure, il y a cette formule, la Russie d'aujourd'hui, ce n'est pas un État qui a des services secrets, ce sont des services secrets qui ont un État. Au cœur de l'État, vraiment, tous les gens qui sont, qu'a dit tout à l'heure, montrait le Conseil de sécurité, beaucoup d'eux viennent de Saint-Pétersbourg, beaucoup d'eux sont des anciens du FSB. Il y a deux catégories au sein de l'élite. Il y a ceux qui effectivement viennent de Saint-Pétersbourg et qui sont plutôt les libéraux et les démocrates. Tout est relatif, oui. Relatif, bien entendu. Mais c'est-à-dire ceux qui ont transformé l'économie russe pour en faire une économie moderne. Et le prototype, c'est Medvedev. Bon. En côté de cela, il y a les forces de sécurité, l'armée, ce qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire les hommes de puissance, de puissance armée. Et eux, ils sont réellement restés dans un aspect très soviétique. Et au milieu, il y a un ovni, qui est le ministre de la Défense Shoigu, qui est entre les deux, et qui est respecté des deux côtés, justement parce qu'il ne prend pas parti. Votre regard sur ce monde-là, Guillaume Ancel, comment est-ce que vous analysez le fait que ce soit un monde où l'ancienne police politique, encore une fois, on va voir ce document dans un instant, soit tellement au cœur de tout, on revienne toujours à cela. Il y a d'autres régimes où la police politique a un rôle très important, mais là, vraiment, c'est le cœur de tout, le cœur de l'État. Peut-être un roman 1984. Le sentiment que le KGB est d'abord une machine paranoïaque, et le fait que le KGB ait pu s'emparer de la Russie est pour moi extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire qu'on a en face de nous, et on le voit dans les déclarations de Poutine et de son régime, un régime paranoïaque. Quand Poutine justifie sa guerre contre l'Ukraine parce qu'il se sent assiégé par l'OTAN, on se dit que ça doit être très compliqué de négocier avec lui, puisqu'il inverse toutes les situations et que par conséquent on ne peut avoir que tort. Donc pour moi, Poutine restera, quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, une menace tant qu'il sera au pouvoir. Attendez, est-ce que vous avez vu la carte de la progression de l'OTAN vers la Russie? Ça oui. Moi, honnêtement, si j'étais un dirigeant... Mais Pierre, est-ce que vous avez déjà vu l'OTAN agresser un pays? Moi, je pense que les bombardements à Belgrade, c'était pas très... Qui ont été après validés par l'ONU, puisqu'il y avait la guerre au Kosovo. Non. Mais si, les bombardements n'ont jamais été... Ces milliers de victimes justifiées, c'est même les mots que Poutine a dit pendant sa déclaration de guerre. Il disait c'est le temps qui se rapproche, c'est pour ça qu'on va attaquer sur l'Ukraine. Pierre, si vous connaissiez l'OTAN, vous sauriez que l'Ukraine n'aurait jamais pu rentrer dans l'OTAN tant qu'elle avait ce conflit avec la Russie. Donc il n'y avait aucune menace contre la Russie. Pardon Pierre, mais ça c'est une ineptie totale, et je suis étonné pour quelqu'un qui connaît aussi bien que vous que la Russie, que vous puissiez dire une chose pareille. Dans sa constitution, a inclus le fait qu'elle voulait être membre de l'OTAN, dans sa constitution. Ça, bon. Moi, je rebondis sur ce que dit Guillaume. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la paranoïa, en fait. La paranoïa de Poutine et la paranoïa de son système autour de lui, et ce qui explique beaucoup ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est la tristesse de ces massacres en Ukraine. Les forces et les faiblesses de ce monde-là, ces grands policiers, beaucoup sont très brillants évidemment, mais la vision un peu entre guillemets complotiste, quand on parlait tout à l'heure de plans, contrairement au monde occidental où l'économie de marché nous a habitués à changer, à réviser nos plans, etc., avoir une vision très dynamique notamment de l'économie, avec tout le cynisme que ça peut avoir, mais ça marche. Oui, dans leur monde à eux, une forme de complotisme effectivement très cadré. Vous faisiez tout à l'heure le geste, comme au cinéma. Hein. Oui. Ils ont une vision très... Écoutez, Pourquoi? En quel sens? Quel était le sens que vous donniez à ça? C'est parce qu'une fois que le cadre a été défini, on s'y tient. Ouais. Et il est très difficile de changer de cadre, mais on change tout de même. Il arrive un moment où on se rend compte qu'on ne va nulle part, donc on change. Mais on remet la même erreur en place, c'est-à-dire qu'on fixe un cadre
trop contraignant. Je me rappelle ces formules d'agents du KGB ou de FSB, ils disent toujours on a son dossier, comme si le fait d'avoir le dossier de quelqu'un fait qu'on sait très bien où il va aller, ce qui est plus compliqué. J'ai une anecdote, quand je suis reparti, je ne me rappelle plus si c'était Nijni-Novgorod ou Grosso-sur-le-Don, il y avait 2 gros avions, et donc il y avait 500 personnes qui montaient dans un avion, et puis moi j'étais orienté vers un avion où il y avait 400 places, nous n'étions que 3 dans cet avion, parce que le plan avait prévu que 3 personnes devaient monter dans cet avion. Donc j'avais très peur quand je suis arrivé à Moscou, je me suis dit c'est pas possible, je vais m'écrouler à Moscou, et je suis bien arrivé. Ça veut dire qu'il y a une planification et vous n'arrivez pas à en changer, et c'est toujours le même état d'esprit finalement. Avec une économie qui repose en réalité beaucoup sur la manne pétrolière. Hein. Ça, c'est une autre question. Vous aviez été approché par les services secrets quand vous étiez là-bas en 80, quand même, j'espère. Bien entendu, oui. Alors, qui vous avez approché? Oh, c'était quelqu'un qui voulait me parler de mon visa. Oui. Comment c'était? Oh, bah, c'était un officiel d'un organisme que l'on appelait l'OVIR, l'Office des visas et de l'enregistrement, qui était le Natchalnik, le chef de l'OVIR, et qui me reçoit dans un bureau neutralisé, il n'y avait rien, et qui commence à me parler de la France, de l'amitié entre les peuples, et puis il serait bon, peut-être, etc. Moi, j'ai fait semblant de ne pas comprendre, et je suis sorti, et je n'ai plus été approché par la suite. En revanche, à mon retour de Russie, enfin d'Union soviétique, j'ai été approché par nos services, et disons que là, le contact a été plus fructueux pour eux en tout cas. Voilà. Alors, on a un agent de la DGSE qui est là, et qui d'autre là C'était la DST. L'espion qui m'aimait, Sergueï Gernov, qui publie des ouvrages très intéressants sur le KGB. Et il en parlera lundi matin, sauf erreur, à l'antenne avec Elisabeth Martichoux, je crois. Personne ne vous a approché, vous à essayer de vous acheter? Je le regrette. Et vous, général? Je ne peux pas en parler ici. Quoi qu'il en soit. Le KGB a essayé d'approcher des parlementaires, il faut le savoir. Il y a eu quelques incidents, et donc il faut faire très attention. Les institutions démocratiques sont en danger. Et c'est très intéressant d'en parler. Actuellement, est-ce qu'il y a un activisme particulier des services? On parle au passé, on parlait du KGB, etc. Est-ce que le FSB, aujourd'hui, continue très activement à essayer de mener une guerre d'influence, d'information, de noyautage en France? Alors pas que, à mon avis, je ne sais pas pour le FSB, mais la guerre d'information incroyable. Et regardez, on a été obligé de stopper Russia Today, qui était devenu un organisme, enfin, vraiment c'était même plus de propagande, enfin, c'était de contre-vérité. Même Donald Trump n'aurait jamais osé donner de telles vérités alternatives. Et on était arrivé à un point. Je crois que ça devenait une honte pour un journaliste de dire qu'il avait travaillé pour Russia Today, quoi. Donc oui, cette guerre de l'information elle est très présente. À mon avis, elle est très présente aussi sur Internet. Et la guerre d'Ukraine a montré que les Russes n'avaient pas forcément les capacités qu'ils croyaient face à un camp occidental qui s'était préparé mieux que ça à ce sujet. Je crois que les Russes n'avaient pas, tout simplement, les capacités que l'on leur prêtait. C'est surtout cela que l'on voit. C'est qu'on donnait beaucoup sur des suppositions, sur des extrapolations, et